peu frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens, cadeau. Merci, Sam. Ah, attendez, j'allume un feu. Aïl, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui vous réchauffera. Aïl, compagnon grand poil et zéphiriel. Aïl. Aïe, les Camille. Les Camille, je suis en train de me dire, attends, qui est Camille? Bienvenue dans ce 15e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent sur du désespoir et les esprits se perdent dans le chapitre 2 de Terre perdue, le tome 3 du cycle de la Tour sombre de Stephen King. Donc, comme je le disais... Respire. C'est ça. Mais oui, je fais des intros un peu longues, mais en même temps, là, on est dans des chapitres de sous-chapitres, de tomes, de cycles, donc c'est extrêmement compliqué. Là, on est sur le chapitre 2, qui se nomme La clé et la rose, qui se situe toujours dans le livre 1, qui lui s'appelle Jake. L'effroi. Ah non. Le Si, livre c'est ça. 1 s'appelle Jake. Ah, attends. Il y a un sous-titre, c'est pour ça, je crois. Et dont le sous-titre est L'effroi Ouais. dans une poignée de poussière, qui est dans le tome 3 qui s'appelle Terre perdue, qui est lui-même dans le cycle qui s'appelle La Tour sombre. Voilà. J'adore. Non, mais c'est important de tout décomposer. Je suis d'accord. Oui, surtout que moi, on me dit, du coup, vous lisez quoi pour la prochaine fois? Comme ça, je me cale sur vous. Et je dis à chaque fois, je l'annonce pas en avance ce qu'on va lire, mais je me dis, je peux au moins l'annoncer au début de l'épisode que ça concerne. Il faudrait dire les pages de telle page à telle page. Mais de quelle édition? Sur telle édition. Nous lirons donc de la page 117 à la page 186. Voilà, démerdez-vous. Bah, de l'édition J'ai lu. L'édition J'ai lu, poche. Celle où il y a un espèce de TGV monorail sur la couve. Qui ressemble Elle assez étrangement au TGV qu'on retrouve dans Charlie le Chouchou. Ah oui. Hey, Hey, regardez, j'ai pas comparé. J'ai joué, ça l'épisode n'a commence. pas commencé. Ça commence. Tiens. Elle est horrible, cette couve, quand même. Enfin, c'est comme, je sais plus laquelle, où on avait une porte au milieu d'un désert, je sais plus quoi. Pistolero Les trois cartes. Les trois Non, je cartes, crois que c'est les les trois trois cartes. cartes. Tu vois, Non, le les trois cartes, j'aimais bien. Par Ouais, contre, c'est si, je les crois. Ça a aucun Blackala sens. où il y a des vrais loups dessus, tu fais bon. Ils ont pas lu. Ils ont Stagiaire. pas lu. Stagiaire de 3e. Ouais, tu nous fais la couve. Donc, une fois n'est pas coutume, on commence par quelques commentaires. Avec notamment Johan Simon qui nous dit « J'arrive très tard après, mais je suis en train de vous réécouter. Je ne me passe plus de vos séances de nerdisme absolu. » Écoute, nous non plus, on s'en passe plus. Concernant le paradoxe de Roland, l'explication de Zéphiriel est plutôt claire, mais peut l'être tout encore plus si on intègre que très souvent nous parlons des lignes temporelles d'un point de vue global. Mais dès qu'on prend les voyages dans le temps du point de vue personnel, l'explication devient plus claire. Si Roland voyage dans le passé du temps global, de 500 à 300 par exemple, le temps de Roland lui est toujours le sien, car le 300 du temps global devient le 501 du temps de Roland. Sinon, Eddie reste certainement mon personnage favori après RF, il est tellement cool, même si franchement pas très futé au début. Merci Johan Simon, moi j'ai rien compris. Mais non, c'est tellement plus clair ce qu'il dit, c'est super clair. J'ai pas compris. En fait, c'était clair quand je l'ai lu à l'écrit, mais là, à l'écouter, mon esprit s'est égaré un petit Le peu. temps que tu vis toujours ton temps présent. Moi, ce qu'on vit là, c'est le temps présent. Mm. Il est décorrélé de la date. On est d'accord ou pas? Oui. Ah oui, oui, Donc, oui. qu'on soit en 2024 ou qu'on soit en 2020, c'est toujours le présent. D'accord? Donc, si tu voyages en passant une porte, tu arrives en 1930, tu vis toujours le présent. Mais t'es en 1930. Oui, mais ton présent, oui. Ton présent à toi, c'est le passé de quelqu'un d'autre. Bah nous, notre présent là, c'est le futur des gens qui nous écoutent. Enfin, c'est leur Voilà. futur de maintenant, mais ça sera leur présent à ce moment-là, qui sera notre Ce passé sera à le nous. passé. Oui. Ça sera leur présent ça à va. eux, mais ça C'est sera notre clair. passé à nous. Tu Exactement. Ouais. Et on aurait juste une forme de futur qui sera écoutée dans le futur. C'est exactement ça ce que je voulais dire au tout début. Ma première explication. Je m'en souviens en disant, mais si, regardez, il vit son temps présent dans le passé. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci, Johan. Merci, Johan. J'ai noté. C'est extrêmement clair, Johan. Merci beaucoup. Je l'ai noté sur mon carnet. Oui, parce que vos commentaires, je les mets sur notre salon Discord qui nous est dédié. En général, je les mets à l'avance.
Et on a Dead Hunter qui nous dit « Après l'écoute du podcast, j'ai repensé à Gwendy. À partir des loups de la Cala, la gémellité prend une part importante dans le reste du cycle et King nous montre que entre le monde clé et l'entre-deux-mondes, on retrouve des équivalences ou un miroir entre ces deux mondes. Du coup, Faris, qui n'est visiblement pas Flag, ne serait-il pas l'image miroir de Flag dans le monde clé avec les mêmes pouvoirs mais du côté du blanc ? Et alors, théorie, à la fin de la dernière mission de Gwendy, quand le père de Gwendy regarde les étoiles et qu'il entend dans sa tête les mots « Il y a d'autres mondes que celui-ci », ne serait-ce pas Faris qui lui parle pour lui dire que Gwendy n'est plus en train de dériver, mais que comme Flag a amené Jake dans l'entre-deux-mondes en lui donnant une deuxième vie, Faris aurait amené Gwendy dans ce même monde et que Gwendy serait donc vivante ailleurs. Donc là, on a bien spoilé Gwendy, mais ça, c'est pas très grave. Ouais. Moi, j'aime bien cette théorie parce que effectivement, dans Gwendy, le Richard Faris, il a vraiment pas un comportement du tout de l'homme noir qu'on a pu croiser dans n'importe quel bouquin de King jusque-là. Ouais. Pas lu, je peux pas en parler. Ce côté, deuxième phase d'une pièce, je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais, toi, Zef, t'as lu les 2 premiers, c'est ça ? J'ai lu le premier et je me suis ennuyé sur le second. Oui, parce que King n'y a pas participé. Et tu l'as senti, c'est marrant. Comme un vrai King Gothil. Le deuxième, c'est une division par 0, le bouquin, je trouve. C'est dur. Et le troisième, Faris revient voir Gwendy en lui disant... Je crois que la tour est en danger, un truc comme ça, et il y a plus, en fait, c'est la suite de la tour sombre, en grosso modo, et c'est vraiment en mode. C'est frontal dès le départ, ouais. Il faut, regarde, tiens, ça, tu vas dans l'espace parce qu'il y a que ça qui maintenant peut détruire la tour, donc, vas-y, protège la tour. Mais voilà ce qu'il faut que je le dise maintenant que je m'ennuie. J'ai fini Billy Summer. Que je te dis. Non, mais j'arrivais pas à trouver quoi lire après Billy Summer. J'étais en mode, oh, ça a l'air nul, ça. Et du coup. Il est sorti en français il y a pas si longtemps que ça en plus. Ouais, là, je pourrais te le prêter, ou je pense qu'on peut le trouver en ebook, bien sûr. Le troisième tome, ouais. Il m'écoute pas. Oh. Mais j'avais pas noté l'information qui était en français. Excusez-moi, madame. Mais et je t'ai écouté sur Billy Summer et voilà. Je me suis régalé. Et maintenant tout est fade. Ouais. Et tout est fade aujourd'hui. Tellement bien ce bouquin. Et tes références à la tour, je suis désolé en plus. Oui, mais on a partout des références à la tour. Il y a des 19 partout. Rien qu'un 19, c'est une référence à la tour. Non, oui, mais à la fin, il y a des vraies références à la tour dans le sens qu'on écrit à une importance. Et c'est incroyable. Enfin, c'est tellement pernicieux, c'est ouf. C'est et référence à la tour et de toute façon tracking d'avoir un recul assez mystique sur son écriture. Lui-même, il dit tout le temps que de toute façon, lui, il écrit pas, il est juste un messager d'une inspiration qui lui vient de il sait pas trop où. C'est vraiment sa façon d'écrire et un peu de se dédouaner de la mort de ses personnages, de dire moi non plus je savais pas les gars, je ne fais qu'écrire ce qu'on me dit. C'est ma plume, elle m'a forcé. C'est ça. Ah, mais c'est marrant qu'ils disent ça après avoir écrit à Tourson, quoi. Oui, bien sûr. Et dans Billy Summers pour moi la moitié du bouquin c'est quand même qu'est-ce qui constitue un écrivain, parce que vu que c'est sa couverture, il apprend à devenir écrivain et on a un peu les méthodes d'écriture et tout le recul sur l'écriture de King dans Billy Summers. Donc oui, ça me paraît logique, mais en effet on peut. Après, je pense que comme je disais sur le serveur Discord, quand t'as annoncé dans ces romans que t'avais trouvé des connexions à la tour et que tout le monde a bugué, j'ai dit mais Zef il est capable de trouver des connexions à la tour dans un épisode de Koh-Lanta. Donc alors je regarde pas Koh-Lanta, mais mais non, mais vraiment c'est vrai que j'ai balancé ça sur serveur, je suis pas allé revoir les réponses, mais je pourrais détailler le truc dans un truc éventuellement sans spoiler là Billy Summers. Et donc sur la première partie sur les jumeaux jumelles, je crois qu'il y a eu une étude ou un essai tous les essais universitaires aux États-Unis qui sortent sur Amazon à 50 balles et qui sont jamais traduits là. Je crois qu'il y en avait eu un sur la gémellité dans l'œuvre de King. Mais c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. En plus là, dans la Tour sombre, on va avoir un gros truc sur la gémellité dans les loups de la Cala quand même. Donc ça sera intéressant d'y revenir à ce moment-là. Complètement. Voilà. Il y a une sorte de jumeau dans Gwendy. Non, c'est plus le parallèle avec Richard Faris qui serait peut-être pas un RF, le vrai roman noir. Oui, image miroir, tu vois, dans l'idée. Ok. Ouais. Deux faces d'une même pièce, comme disait Grand Poil. Ok. Voilà, avant d'attaquer le résumé de ce chapitre 2 qui est dans le livre 1 du tome 3 du cycle, est-ce que quelqu'un veut faire un previously on de ce qu'on s'est dit au dernier épisode ou des 2 derniers, parce que du coup les 2 derniers c'était juste le chapitre 1. Je peux faire, alors du dernier épisode je peux le faire, mais ça va résumer à peu près tout. Après avoir trouvé la maison du gardien Charzik, le cathète combat les restants de ses assistants du gardien, des petits animaux robotiques. Je viens d'improviser alors que je l'avais noté.
comme un gros con. Une bande de robots animaux qui provoque une nouvelle querelle entre Roland et... Il est sans filet. Je sais pas pourquoi je sors de ce que j'ai écrit, alors que je l'ai écrit parfois, je fais ça. Donc plus de questions que de réponses dans cette grotte, entre guillemets, parce qu'on sait pas vraiment si c'est une grotte en vrai. Je me souviens un peu. C'est pas un laboratoire, c'est une grotte, mais il n'y a pas vraiment d'idée de grotte. On rentre pas dedans, donc c'est pas décrit, mais vraiment plus que si, il rentre parce qu'il voit la porte. Ah oui. Oui, c'est le bourdonnement et tout. Ouais, donc une grotte, entre guillemets, avec une porte mystérieuse qui restera close. Et franchement, ça, c'est très méchant de la part de King. Eddie Sindana découvre le rayon et ce qu'il est, et comment le voir, alors que le cathète prend la route avec un Roland au bord de la démence. Le tête. J'ai dit quoi? J'ai dit le tête. Tu t'es repris, mais le tête. Les tatettes. Très bien. Chapitre 2. La clé et la rose. De son côté, John Jake Chambers lutte courageusement contre la folie pendant 3 semaines. 3, hein, alors on va avoir beaucoup de 3 encore dans ce chapitre-là. Mais il abandonne le 31 mai 1977 à cause de sa composition de fin d'année en anglais. Jake a 11 ans, mais il fait moins, il est petit pour son âge. Et là, je me dis, c'est encore un truc que le film a loupé. Parce qu'il est, il fait quand même largement plus de 11 ans. On le prenait même pour une fille avant qu'il se coupe les cheveux. Pour son père, il n'est ni Jake, ni John, il est le gosse. Non, il a l'air d'avoir des sacrés parents. Je sais pas si tu détailles. Ah ouais, ça, ouais, on va y revenir. Ok. C'est vraiment la cata. Mais tu peux développer maintenant, si tu veux. Oui, bah son père, c'est un gros con coquet, et puis sa mère, elle a pas l'air très. Une grosse très connasse xanaxée, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a une vraie forme de contradiction entre ce qu'il est maintenant et ce qu'il deviendra après, en fait. Là, il est complètement insignifiant pour tout le monde. Il a pas ou peu d'amis. Ses parents l'utilisent plus que ce qu'ils l'éduquent, dans le sens c'est un faire-valoir pur. Même sa bonne s'en bat les steaks en mode j'adore ce passage. Et en vrai, il a rien, alors que ce qui va devenir dans l'entre-deux-mondes, c'est vraiment la clé de tout, quoi, de tout ce qui va unir et réunir le cathète, dans le sens sa venue fait en sorte que le cathète soit complet, donc c'est vraiment ce qui complète le tout. Il va faire venir Hot, il va voir plein de trucs. Pardon, vas-y. En fait, s'il revient pas dans l'autre demande, Roland, il tient 2 semaines, quoi. Oui, voilà, et il va tout faire, en fait, il va tout sceller, en fait, et c'est incroyable que, on parlait d'une phase d'une même pièce, en fait, dans un monde, il est rien, et dans l'autre, il est tout, quoi. Ouais, dans son monde, il est transparent, il est vide, en fait, quelque part. C'est terrible, ouais. C'est terrible. Ouais, inexistant dans l'un, existant dans l'autre, quoi. Et ouais, tu parlais de faire valoir, et en effet, Jack est dans une école de riches, ça permet à son père de se la péter en racontant qu'on y rentre parce qu'on est intelligent, pas friqué. Elmer Chambers est ce qu'on appelle un odieux personnage, mais il est constant. Il l'est avec son fils, il l'est avec sa femme, il l'est avec ses employés, et on apprend qu'il est responsable des programmes d'une chaîne télévisée. Jack a des bonnes notes, il avait pas besoin de la carotte de son père en mode « si tu as des A, on ira à Disney ». Mais petit crève-cœur quand même, ses parents sont sûrement fiers de lui, mais il ne le sait pas, il ne les voit pas assez. Et ce n'est désormais plus à Disney World que Jake se projette, mais à l'asile de fous. Alors qu'il arrive à l'école le matin du 31 mai, il a une vision délirante de son père qui parle de lui comme s'il allait dans un asile. Sauf que cette fois-ci, la carotte, ce n'est pas Disney, mais c'est le relais. Et je réalise en fait que, à ce moment-là de la lecture, Jake, il est complètement solo. C'est-à-dire, il se sent, là, il a personne à qui parler, en fait. Il sent qu'il est en train de perdre la tête, mais en effet, il peut pas parler à ses parents, il peut pas parler à la gouvernante, il a pas d'amis à qui parler, alors que lui, Roland, en face, il a son cathète, donc il a au moins ce soutien émotionnel et de se dire, ok, il se passe un truc au secours. Jake, c'est un garçon de 11 ans qui est tout seul dans son caca, quoi. Démerde-toi. Ouais, ça, et puis, dans une situation qui est plus que pas facile, il est, enfin, je vais pas dire abandonné parce qu'il est il est abandonné par ses parents, mais il a effectivement personne pour lui venir en aide, pour le rassurer ou pour essayer de tenter une explication. Et même lui, il va plutôt essayer de le cacher quelque part à ses parents parce qu'il sait que ça sert à rien de leur en parler. Ouais, il a pas d'amis, quoi. Il a personne. Et dans sa tête, des voix se déchirent. Celle qui dit qu'il est mort le 9 mai à 8h25 du matin, celle qui dit que non. Moi, j'ai quand même relevé que 9 mai, 9, c'est 3 x 3, et c'est un hasard, je ne sais pas. En fait, on fait des maths avec j'ai musclé mon game de calcul mental. Faut que ça fasse 3, 9 ou 19, sinon on s'en sort pas.
Non, mais j'étais au resto avec ma meilleure amie samedi et elle m'a regardé de travers parce que j'ai calculé beaucoup trop rapidement une édition par deux et en fait ça me vient de là. C'est grâce à la tour sombre. Donc les voix, elles prennent toute la place. Il a un examen de français l'après-midi qu'il ne se souvient même pas avoir révisé. Et quand il n'est pas tiraillé par les voix, il est obnubilé par l'idée qu'il devient fou. Le prof de français qu'il croise a l'air concerné par l'état préoccupé de Jake, mais le garçon sourit et ne dit rien de ce qu'il a en tête. Ouais, j'aime bien le passage de qui est en italique dans le bouquin, le premier qui est en italique de « Tu es mort, Jake, tu as été écrasé par une voiture et tu es mort, ne sois pas ridicule, regarde, tu as vu cette affiche, n'oubliez pas de venir au pique-nique de fin d'année. Tu crois qu'il y a un pique-nique dans l'au-delà? Non, je ne sais pas, je ne sais que tu as été écrasé par une voiture. Non, si, c'est arrivé le 9 mai, à 8h25 du matin, tu es mort moins d'une minute plus tard. Non, non. » En fait, le passage, il est incroyablement... je veux dire adulte dans son échange et dans sa façon de raisonner de bah non, je suis pas mort puisque je suis là. Bah si, regarde, tu es mort parce que dans l'au-delà il y a pas de pique-nique, ça paraît pas logique. Et je trouve que ça reflète vraiment ce truc de en fait on n'a pas ça chez Roland, tu vois. Ouais. On a peu d'échanges sur le truc. Un petit peu, il y en a un petit peu quand même. Ouais, mais c'est de la violence, tu vois. C'est de la violence en lui-même. Là, il y a une forme de raisonnement que j'ai l'impression qu'il a du mal à avoir, Roland. En tout cas, je l'ai ressenti un peu comme ça. Non. Et tu vois, cette histoire de 9 mai, 9 c'est 3 x 3. C'est arrivé le 9 mai à 8h25 du matin. Là, sur tous les chiffres qu'on a, il y a que le 9 de 9 mai qui est écrit en 9. Les autres, c'est marqué 8h25 en lettres, tu vois. Et je me dis, c'est pas un hasard si le 9, il est pas écrit NEUF et qu'il est écrit le numéro 9. Parce que c'est 3 x 3. Ouais. Et je sais que j'ai relevé un même truc pareil plus tard. C'est pas parce qu'en anglais ils le mettent en PM machin et que c'est un peu relou à traduire, non ou pas. Non, mais du coup ils auraient pu mettre des chiffres même. Là dans le texte on a 9 mai 9 en chiffres et vraiment l'heure est écrite en toutes lettres. Alors sans vouloir vexer en VO c'est le 7 mai. Ah il saoule, putain. It happened on May 7. Mais non. À 8h25 AM et 8 et 25 sont en chiffres. Oui. Ah ouais, donc ok. Donc, oui, puis moi, mon truc de 9 mai, c'est 3 x 9, c'est 3 x 3. Je suis désolé, je viens de checker en même temps que je parle. D'où ça passe de 7 mai, ça me rend dingue, ça. Nous, on est là à faire des théories, à calculer les jours qui séparent et tout. En fait, ça se trouve, c'était juste 3 mois avant et pas 3 semaines. La version française est plus proche de la tour que la version anglaise. Non, mais c'est comme de se dire qu'un mile, ça fait 1 kilomètre quand ils traduisent. Non, c'est la même chose. C'est pas pareil. Ouais, ça, c'est des facilités. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, d'où ça passe. De se planter, de mettre la mauvaise date, ça, c'est quand même juste de la relecture. Ça m'avait rendu ouf à la fin du Fléau, quand il y a une date qui est annoncée sur un événement qui se passe, et dans la VO, c'est ça se passera le 3 septembre, et dans la VF, c'est ça se passera le 3 décembre. Et en fait, c'est pas du tout la même chose en termes d'attente de récit. T'as quand même 3 putains de mois de différence, tu vois. Oui, je crois qu'en plus, si je me souviens bien, quand on arrive à l'événement en question, on est bien le 3 septembre, on n'est pas en décembre. Je crois pas qu'il l'ait reporté, l'erreur. Non, on est bien le 3 septembre, ouais. Putain, heureusement que les mecs, ils font pas des livres d'histoire. C'est 1945, non 1955, la fin de la guerre, messieurs. Alors, aujourd'hui pour Jake, c'est le premier jour des examens de fin d'année, et vu tout le protocole mis en place à l'école, on comprend à quel point c'est un moment important. Alors qu'il fait semblant de chanter l'hymne de l'école, Jake pense à l'homme qu'il avait presque fini par aimer, mais qu'il a laissé tomber dans l'abîme. Pas d'épreuve de fin d'année pour le cours d'anglais, il faut juste prendre une composition de 1500 à 4000 mots sur qu'est-ce que la vérité. Alors là, j'ai noté... toujours dans mes petits calculs de potiquière. Il écrit 1500 et pas 1500, comme on le fait habituellement. Et il écrit 4000. Et donc, si on creuse un peu, 1500, 4000, 15 et 4, ça fait 19. Voilà. On est bon. Le compte est bon. Est-ce que c'est pareil en VO ou pas? Si. Non, mais même 1500, ça te fait toujours 1500, donc les chiffres sont les mêmes à la fin. Oui. Mais on dit 15, tu vois, on dit 15 et on dit 4. C'est quel passage? C'est passage 1, passage 2? Passage 2. C'est vraiment juste après de la date. Et après, j'ai remarqué en tout cas que c'est plutôt une habitude chez anglaises, américaines de compter en centaines comme ça plutôt que d'utiliser les milliers. J'ai beaucoup de dans potes les séries, les films, je note souvent ça. C'est vraiment au milieu du premier paragraphe. Il devait rendre une copie tapée à la machine et longue de 1500 à 4000 mots. Ouais.
Ça marche. Bon, ok, j'accepte, madame. Merci. Dans la classe, Jake s'assoit à la 3e rangée avec l'intention de relire sa composition. J'ai pas compté, c'est lui qui dit que c'est la 3e. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Avec l'intention de relire sa composition une dernière fois avant de la rendre, mais son attention est attirée par la porte du vestiaire. Depuis 10 jours, il est de plus en plus fasciné par toutes les portes qu'il ouvre plusieurs fois par jour en espérant trouver de l'autre côté, je cite, un autre monde où il retrouverait son intégralité. Un désert au vent chaud et sec. Il dessine même des portes dans son sommeil tel un somnambule. Mais derrière la porte du vestiaire, il n'y a que le vestiaire, au grand désespoir du garçon. Moqué par la maîtresse et ses camarades pour son attitude bizarre, Jake revient à sa place. Il regarde sa dissertation qu'il ne se souvient pas avoir préparée. Sur la page de garde, il a collé la photo d'une porte et celle d'un train. Il ne comprend pas pourquoi ni comment il a fait ça, mais c'est pire quand il tourne la page. Est-ce que quelqu'un veut nous lire le début du point 3 ? Oui. Pardon, je revenais sur... En fait, effectivement, il apercevait les oiseaux volants dans un ciel bleu qui avait les couleurs de ses yeux. Ceux de Roland. En référence au jeu de Roland, quoi qu'on sache toujours pas ce que veut dire le bombardier. Bombardier, oui. Et j'avais noté... mais il y avait de l'acier dans Jack Chambers, tout comme il y en avait dans Eddie et Susanna, et cet acier émit une lumière bleue qui éclaira les ténèbres de son esprit. Pas question de renoncer, la maladie qui l'affligeait risquait au plus ou moins long terme de triompher de sa raison, mais il ne ferait pas de quartier en attendant, autant vendre son âme. Jamais, pensa-t-il, jamais. J'avais noté que c'était intéressant que je suis pas persuadé qu'au début, dans le tome 1, Roland dise qu'il y avait de l'acier dans ce jeune homme, dans le sens il ferait un bon pistolero. Il en pensait quoi, Roland, au tome 1, en mode ça pourrait faire un pistolero ou pas? Ah si. Si, il disait qu'il était. Et je crois il a senti un peu la même expression, je crois, de l'acier en lui, particulièrement dans le passage dans le tunnel avec les langues. Oui, voilà, avec le chariot, effectivement. Et le fait qu'il se plaignait jamais, qu'il portait et qu'il voulait toujours avancer plus, et effectivement, voilà. C'est bon. Pendant le tunnel avec les. J'ai mis les infectés, mais c'est pas les infectés, c'est les lambutants. Voilà. Qui veut lire La Vérité? Je suis chaud. Vas-y. Qu'est-ce que la vérité? Par John Chambers. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. T.S. Eliot dit Butch. C'est une citation, évidemment. Chacune de ces paroles était un mensonge. Telle fut ma première pensée. Robert Browning dit le Kid. Aussi une citation. Le pistolero est la vérité. Roland est la vérité. Le prisonnier est la vérité. La dame de l'ombre est la vérité. La dame d'ombre, non. T'as la dame de l'ombre, la dame d'ombre, pardon. Dame d'ombre. Attends, le prisonnier et la dame sont mariés, c'est la vérité. Le relais est la vérité. Le démon qui parle est la vérité. Nous sommes allés sous les montagnes et c'est la vérité. Il y avait des monstres sous les montagnes, c'est la vérité. L'un d'eux avait une pompe à essence Amoco entre les jambes et prétendait que c'était son pénis. C'est la vérité. Roland m'a laissé mourir, c'est la vérité. Je l'aime encore, c'est la vérité. On dirait un psaume, tu vois. Ouais, ça, tu pourrais le scander et limite t'es en transe quand tu le récites. Quoi. Ouais, j'avais noté que ça aurait dû être une des prophéties de l'oracle dans le tome 1, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment une tête de prière. Et en plus, le dernier, c'est la vérité, il est à la ligne. Il est pas à côté comme le reste. Ouais. On note évidemment les reprises de T.S. Eliot et de Browning. Voilà. Moi, j'adore que... En fait, c'est très méta. Là, je me dis, je suis allée à la bonne école. Alors, attention. Je mets mon costume de Hermione pour faire la bonne élève. Que Jake, qui est une création de King, qui lui-même est venu à créer Jake par un poème de Robert Browning. Lui-même, Jake, il écrit une composition qui est introduite par un morceau de poème de Robert Browning. C'est fort, quand même. Exact. T'as oublié la petite couche que c'est King qui est en train d'écrire ça pour inventer ce qui se passe. Donc, il écrit lui-même ce que Browning n'a peut-être pas écrit pour écrire ce que Browning a écrit. Oui. Voilà. Incroyable. Trop bien. Mon examen. C'est trop bien. Ah ouais, je te mets à 19 sur 20, là. Oui. Trop content. Pendant ce temps, Madame Evry fait des recos lectures et notamment un des livres préférés de King, dont il a préfacé une récente édition en français, et que je vous invite à vous procurer si vous l'avez pas. Sa Majesté des Mouches. Elle précise, un bon roman est souvent une série de devinettes à tiroir. Ça, c'est rigolo qu'elle parle déjà de devinettes.
T'as pas dit la Majesté des mouches, t'en avais déjà parlé pour King parce qu'elle a kiffé le bouquin ou un truc comme ça, non? Oui, parce qu'il l'a préfacé. En fait, il le cite souvent comme un de ses romans préférés dans une version française. Moi, je l'ai lu parce que il y a une version française de poche qui est sortie où il l'a préfacé. Donc, du coup, je l'ai acheté pour lire la préface et je l'ai lu dans la foulée. Et Sa Majesté des mouches, c'est aussi le roman que donne Ted Brautigan à Bobby Garfield dans Cœur perdu en Atlantide. Brautigan qui plus tard prendra Jake pour Bobby quand il le rencontrera pour la première fois. Donc c'est marrant de se dire Jake il va jamais lire Sa Majesté des mouches, mais 2 fois il le croise en fait. De Jake apparaît dans Cœur perdu en Atlantide? Non, c'est un personnage de Cœur perdu en Atlantide qui prend Jake pour Bobby Garfield, et en fait il avait donné à Bobby Garfield Sa Majesté des mouches. Ok, d'accord. Faut que je lise ce livre. Il est dans Cœur perdu en Atlantide? Oui. Ouais. Oui, parce qu'il est, en plus il est pour le coup, il est lié à la tour sombre. Ouais, il est bien lié à la tour. Ouais. Il y a un personnage qui est lié directement, il y a des références, mais du coup, tu as un personnage qui, lui, par contre, est dans les romans de la Tour Sombre et que tu retrouves... le fameux Ted. Très fort, le fameux Ted. Jake tourne la 2e page de sa composition d'une main tremblante. Donc la composition, elle parle de porte hors de ses gonds, elle parle de Blaine, avec Blaine et la vérité, Blaine et peine, d'une pierre, d'une rose et d'une porte, les 3, j'ai bien dit 3 éléments nécessaires pour qu'elle rentre chez lui. Comme de par hasard. Quoi, c'est 4 en VO. Attends, t'as dit quoi, pardon? D'une pierre? Une pierre, une rose et une porte. Une pierre? Il a besoin d'une pierre pour rentrer? Ouais. Alors, attends. C'est ce qui marque dedans. Ouais. Oui, mais pour la rose, oui. La porte, ok. Je ne pourrais pas rentrer chez moi tant que je n'aurais pas trouvé une pierre, une rose, une porte, et c'est la vérité. La pierre, elle fait référence à quoi? Je sais plus. Je pense qu'on retombera dessus plus tard. Mais là où j'en suis dans la suite, il n'y a pas, parce que la rose, elle n'est pas cachée derrière une pierre, donc je ne sais pas. Non, c'est pas... Peut-être qu'il se passera quelque chose dans la maison ou avant qu'il arrive à la maison. Est-ce que c'est pas le... Ah, j'ai un doute. C'est pas le cercle de pierre où ils font leur truc? Ça me paraît tiré par les cheveux. Ok. Parce que pour moi, il avait besoin de la clé, de la porte et de la rose pour savoir quoi en faire, en fait. Parce qu'il trouve la clé avec la rose. Ok, d'accord. Ça se trouve qu'ils ont mal traduit et qu'en VO, c'est qui rose à nœud d'or. Ce serait marrant. Non, et ce serait Jean-Michel Teubé, Jean Daniel, c'est un Jean en plus. Jean-Daniel Brec et Christiane Poulain. Ah oui, c'est vrai, c'est la traduction, elle est revue par Marie de Prémonville. Pas de choix planète dangereuse, petit bloc. Point 3, avant tous les chouchous. A stone, une rose, a stone, a rose, a door, and that's the truth. And that's the truth. Okay, a stone, ouais. Ouais. Moi, j'avais noté que c'était intéressant la phrase de « Je suis pratiquement sûr que Blaine est dangereux et c'est la vérité ». C'est le pratiquement qui est intéressant, je trouve, parce que en fait, il voit à travers sa composition, il voit le futur. En fait, il voit ce qui va arriver, il sait ce qui va arriver, et même s'il le foresight un peu, quoi, il le pressent. Et il affirme des choses qu'il ne connaît pas, mais il n'est pas sûr de Blaine, en fait. Et ça, je trouve ça. En fait, je me dis, est-ce qu'il y aurait eu une. Quand il est sûr de lui, il le dit. Il dit j'ai besoin de ça pour rentrer. J'aime le pistolero. Eux, ils sont mariés. Toi, il assure les choses. Là, il dit je suis pratiquement sûr que Blaine est dangereux. C'est comme s'il y avait une autre possibilité, en fait. Il sera sûr plus tard, par contre. Tu vois, il va avoir la confirmation dès qu'il va voir Charlie le chouchou. Il va. Est-ce qu'il va se rendre compte que. Est-ce qu'il fait le lien entre Blaine et Charlie? Je sais plus. Si, je crois qu'il. Il le pressant, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que dans le fait de dire qu'il n'est pas sûr, est-ce que pour moi il y aurait peut-être eu une autre possibilité que Blaine ne soit pas dangereux, dans le sens une issue autre que celle qu'on connaît, quoi. Mais voilà, c'est le pratiquement qui m'a fait tilter, je sais pas pourquoi. Donc Jake panique, il a une hallucination de la prof parlant avec ses parents du fait qu'il est fou depuis 3 semaines. À la dernière page de sa composition, il a collé la photo de la tour de Pise qu'il a noircie. Ouais, c'est fou, hein. J'avais jamais fait gaffe à la première lecture, en fait. J'avais pas tilté, j'avais pas fait le lien. Il a mis une tour sombre. Un peu penchée, mais elle est sombre quand même. Jake suffoque, il faut qu'il sorte. Il demande à sortir, toujours avec cet espoir terrible quand il ouvre la porte de la classe de trouver un ailleurs derrière. Mais derrière, il n'y a que le couloir et King fait un classique kingien. Il ne revit plus jamais la classe de Madame Avery. Ouais. Mince alors. J'aime bien ça. Là, ici, je trouve que ça porte bien le truc c'est son premier pas vers sa liberté, en fait, qu'il fait. Ouais. C'est vraiment la première décision de dire
Je fais pas ce qu'on me dit en fait. Je change la règle de je dois rester en classe aujourd'hui, rentrer chez moi, manger, machin et tout. Il change la règle et c'est le premier pas. Et je trouve ça intéressant en fait. Donc, toujours obsédé par l'idée de trouver le désert derrière une porte, il ouvre d'abord celle des toilettes des filles, puis des garçons, et décide finalement de faire l'école buissonnière. Justement, moi, le passage sur celle où il ouvre, alors c'est genre 3 lignes, où il ouvre la porte des toilettes des filles, et qui s'excuse parce qu'il cherchait le désert. Enfin, vraiment, moi, je sens toute la détresse de Jake qui vraiment a l'espoir de trouver autre chose à chaque fois qu'il va ouvrir ces putains de portes. Tu te dis, à un moment donné, il va y avoir la porte de trop, il va péter une durite et ça sera fini, quoi. Ouais, mais tu vois, mais même ça commence vraiment à sortir de lui. Ouais. Le fait qu'il le dise à quelqu'un, c'est que la situation s'aggrave au fur et à mesure. Trop bien. Et tout ce passage très détaillé de j'ouvre des portes, je trouve pas ce que je cherche, donc du coup je vais partir de l'école. Moi, ça m'a rappelé, en fait, j'ai fait de la phobie scolaire du CM2 à ma première seconde, et en fait, ma phobie scolaire s'est déclenchée un jour par moi qui dis à la maîtresse est-ce que je peux aller aux toilettes. Et en fait, on avait une grande école avec une grande cour. Pour aller aux toilettes, il fallait traverser la cour. Et en fait, les portail de l'école n'était pas fermé. Donc en CM2, je dis à ma maîtresse est-ce que je peux aller aux toilettes. En fait, je sors de l'école et je rentre chez moi à pied. Oh. Et ouais, quand je passe la porte de la maison, ma mère est au téléphone avec la maîtresse. Je peux te dire que j'ai eu beaucoup plus de chance que Jake parce que ma mère est quelqu'un de bien et elle a plus eu peur qu'elle ne m'en a voulu. Et elle s'est dit oula, il se passe un truc. La petite, on va t'emmener chez un psy. Mais en fait, il y a tout ce passage-là. Je me suis dit, une partie de moi comprend un peu la détresse de je peux pas être ici, il faut que je parte, je peux pas, j'y arrive pas, quoi, tu vois. Et il y a un passage qui dit, dans 5 ou 10 minutes, Madame Evry remarquera que je ne suis pas revenue des toilettes, elle enverra quelqu'un y jeter un coup d'œil et tout le monde sera au courant. Tout le monde saura que je suis partie, que je fais l'école buissonnière. Moi, je me souviens que j'ai su après qu'elle avait envoyé des camarades d'école, enfin, Cécile Danton, si tu m'écoutes, qui est allée aux toilettes, qui est revenue en mode, Émile, elle est pas aux toilettes, il faut appeler la police. Et là, de relire ça, je me souvenais pas avoir revécu ce truc-là quand j'avais lu les 2 précédentes fois La Tour Sombre. Ah. C'est fou. Ça ramène au passé. Vous l'avez ou pas? Dans sa tête, la voix de Roland lui dit qu'il n'est pas fou, mais qu'il doit retrouver le chemin jusque chez lui. Jake doit trouver une porte, il ne sait pas où, donc il part à l'aveuglette, espérant que son instinct le guidera. Et c'est fou, effectivement, tu dois... Enfin, Roland lui dit, tu n'es pas fou, tu as perdu terrifié, machin et tout. Tu dois trouver le chemin qui te reconduira chez toi, voilà tout. Et autant je trouve ça fort de la part de Roland qui l'a jeté dans le vide. De là à dire que c'est un parent qui le jette dehors, il n'y a qu'un pas. Mais en fait, comment... Vu son état, je pense qu'il regrette. En fait, je me demandais comment ils étaient connectés, si la folie, enfin la double personnalité les connectait pas eux-mêmes à travers les mondes, en fait. Et parce qu'il l'entend... Bah, où est-ce que le cathète était peut-être déjà formé et que c'est comme ça qu'ils arrivent à se retrouver dans cette situation et à avoir des pensées un peu parallèles. Cathète formé... Tu veux dire entre Jake, Roland et les autres, même s'ils se sont pas encore rencontrés. Est-ce que la volonté de Roland de former un cathète n'a pas suffi à faire un cercle en gros entre eux? Oui, d'accord. Pour toi, ils sont déjà. Il fait déjà partie du cathète parce qu'il a déjà eu le passage avec Roland et qu'il est encore connecté avec eux. Et que Roland, on a quand même pas mal parlé à Eddie et Susanna, donc ça pourrait être tout à fait. Enfin, on pourrait le voir comme ça. Oui, mais ça, plus tard, ils expliquent que tu peux passer des messages au cathète juste par la pensée et que ça pourrait être du coup ça. Ah, ok, ouais, j'aime bien cette idée. Là, je m'étais pas dit qu'ils communiquaient entre eux. Je me dis, en fait, il entend des voix et parmi elles, il y a la voix de Roland, mais c'est pas Roland lui-même, quoi. Mais ça se tient, hein, ça se tient. Ça se tient. En fait, le problème étant toujours un problème de timeline, de se dire quand est-ce que la timeline correspond entre les deux mondes. Est-ce qu'à ce moment-là, Roland est aussi fou? Et pour moi, c'était la folie qui le connectait dans un troisième monde, en fait, entre les deux, quoi. Tu vois, où leur esprit se rejoignait un peu, quoi. Bah, quelque part, vu qu'ils vont se retrouver à un moment, ils sont tous les deux fous au moment où ils vont ouvrir cette porte, on peut se dire quand même que les timelines sont assez proches. Ouais. Donc retour 3 semaines plus tôt, quand tout commence. Le train-train quotidien du matin. King entame un décompte jusqu'au moment qui va tout changer, quand Jack entre, je cite, dans l'ombre invisible de cette force que Roland appelle cathète.
Flashback. Voilà. Tata. Je le dis. Levez la main ceux qui ont relevé le train-train quotidien. Voilà. En fait, je l'avais là en lisant mon conducteur et je me dis, est-ce que c'est moi qui ai mis train-train pour m'amuser ou est-ce que lui-même il dit train-train? Il le dit, mais je crois que ça n'existe pas. Il le dit, c'est pas en VO, c'est la traduction. Donc dans mon carnet, j'ai noté bien vu la trad. Ça se trouve, c'est même pas volontaire. Ouais, clairement pas volontaire, mais je trouve ça bien joué. Je suis désolé. On parle de train depuis le début, je trouve ça pas mal. On n'est pas le jour où il va le sauver, on est le jour où il aurait dû mourir si Roland n'avait pas tué Morte. Exactement. À noter que dans la... Je mets des guillemets vocaux sur la V1, parce qu'on sait que maintenant qu'il n'y a plus de V1, mais il allait déjà au bowling. Ça n'a pas été réécrit. C'était déjà prévu qu'il aille au bowling, qu'il avait un sac de l'entre-deux quilles entre les mains. Je crois que c'est pas noté entre deux quilles, mais c'était pour le dire, quoi. Moi, j'ai un paradoxe temporel là-dessus. Là, Morte, il est pas mort dans cette réalité. Si. Il est mort... si, il est mort. Si, parce qu'il sinon il tue Jack s'il est pas mort. Oui, ok. Parce que c'est dans cette réalité-là que Roland est venu tuer Morte. J'avais noté, c'est fou que Jake sente arriver qu'il va mourir avant même qu'il ne meure. Mais parce que en fait, il sent que en fait le switch c'est pas le moment où il aurait dû mourir, c'est le moment où en fait Morte a été tué quelques semaines plusieurs jours avant. Mais Jack le ressent toujours parce qu'il est déjà mort. Il a déjà vécu cette scène en fait. Oui, en fait, Jake, il voit le moment arriver alors que Morte est déjà mort. Mais le moment qui switch vraiment pour lui, c'est pas la mort de Morte, c'est le moment où lui-même, Jake, n'est pas mort. Oui, voilà, où la seconde d'après, où il aurait dû mourir à, je sais pas, à 13 minutes 12, en fait, à 13 minutes 13, il est encore vivant et c'est pas normal. Ouais. Et ça, c'est là qu'il fait switcher. Mais effectivement, ça, c'est logique. Et il sent tout ça parce qu'il l'a déjà vécu une fois, en fait, parce qu'il a déjà été poussé, et ça, c'est une réalité. C'est la vérité. Vous l'avez chez vous. On l'avait. Mais et en plus, on pourrait ajouter la théorie qu'on a depuis le début qui dit que c'est le 19e cycle et que ça, il l'a déjà vécu plusieurs fois en fait. Donc du coup, il sait en plus ce qui va arriver parce qu'il est sensible au touch/shining qui fait qu'il sent tout ça. Et si on fait le décompte, imaginons qu'on soit vraiment le 19e cycle. Eh ben, en fait, c'est la 38e fois, parce qu'il le vit 2 fois par cycle. Ça. Il vit le moment où il meurt et il vit le moment où il va pas mourir. Ouais. Voilà, trop cool. Et je disais, alors je vais pas tout lire parce qu'il y a 2 pages et demie, mais ce passage du décompte, on peut en parler, quoi. Ouais. Il est incroyable, il est vraiment fou. Enfin, je l'ai lu 2 fois. Chaque ligne, c'est une force de description folle, quoi. Vraiment, c'est des secondes, fou, quoi. C'est vraiment... c'est ça. Ça se passe très, très rapidement, quoi. Ça s'accélère en ralentissant, parce qu'il accélère la description, mais il ralentit le temps qui va avec. Et à noter... Alors, attends, parce que je l'ai relevé, et je vais essayer de le retrouver. Mince. À noter que le lieu n'est pas le même niveau de la tour. Oui, en fait... Ah, pardon. Excusez-moi, je vais prendre le concordance que j'ai à côté de moi qui dit... page 247. Ouais, c'est ça. Page 247 de concordance. Je ne sais plus pourquoi je suis allé chercher ça, mais je suis allé chercher en croisement de la 5e avenue et la 43e rue. Oui. Je me suis dit, ce niveau de la tour... Il dit quoi? Eh bien, page 247, 5e avenue et 43e rue, croisement 2. Et l'un des niveaux de la tour. C'est dit comme ça dans Concordance. Hein. Jack s'y fait tuer par un sédan modèle 1976. C'est Jack Morte qui précipite le jeune garçon sous les roues de la voiture. Ça veut dire que là, on est à un autre niveau de la tour où ça ne s'est pas passé. Oui. Est-ce que je suis clair quand je dis ça? Oui. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi est-ce que ce serait pas le même niveau où ils auraient juste changé les choses? Parce qu'il précise que c'est dans l'un des niveaux de la tour, Jack meurt. Et là, il ne meurt pas. Donc on a un autre niveau de la tour. Voilà. Moi, c'est tout ce qui me perturbe, tu vois, sur le truc de mais Morte, en fait, il a été
Morte, il est tué, pas là, mais non, en fait, si, il est tué dans ce niveau-là, mais c'est tous ces trucs-là qui me perturbent mais oui, mais du coup, comment il sent qu'il va mourir, parce que c'est pas lui, c'est pas dans ce niveau-là, c'est pas, mais lui, il est pas censé mourir. Peut-être que les niveaux de la tour se constituent à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est un nouvel embranchement, c'est peut-être un multivers. Mais tout se superpose, toi, c'est pour ça que c'est des niveaux, en fait, et c'est comme on disait la dernière fois avec Shardik, tu vois. Regarde la fin avec Roland qui monte les niveaux de la tour. Et à chaque fois, il voit un moment de son passé. Et c'est exactement ça. Jack, s'il monte la tour, il verra le moment du passé où il est mort, et il remontera encore, et il verra un moment du passé où il est pas mort. C'est un autre niveau de la tour. Je suis très excité en disant ça. C'est trop bien. Voilà. C'est marrant. Tu pousses des petits bruits et des petits cris étranges. Fais gaffe quand même. Non, c'est marrant. Tu le vois pas. Hein. Il y a pas longtemps, on m'a dit est-ce que tu pourrais me convaincre de pourquoi je dois lire La Tour Sombre? Et j'étais en mode Zef, t'excites pas. Les gens vont pas comprendre pourquoi tu t'excites quand tu parles. Essaye de parler calmement. Et j'étais là pendant 10 minutes en disant alors attention, c'est un bon livre de King. Est-ce que tu as déjà lu du Stephen King dans ta vie? Oui. Alors, les mains qui tremblaient quand tu. Ce n'est pas la même chose. C'est un peu. Et j'étais en mode oh calme-toi, je sens que t'es en train de t'exciter. Mais même, à la personne... même pour nous, t'es en train de se canaliser. Je disais à la personne, je peux en parler longtemps, donc faut pas hésiter à m'arrêter. Mais avec toutes les pincettes je parle doucement pour pas m'exciter trop, parce que la personne va me rendre pour un barge. C'est terrible. Ah là là, donner au Tipeee pour financer son tatouage, on va pas s'en sortir. J'en pleurerai. Ouais, bah oui, et bien que nous qui nous marrons, parce que Jack de son côté, c'est comme ça la même chose, quoi. Le pauvre. Donc Jack se souvient de ce qui va se passer quand il mourra, les réactions des gens, le prêtre assassin. À la fin de son compte à rebours de prédiction de l'avenir, tout se passe comme il l'a vu venir, sauf les mains qu'il pousse dans son dos. Et moi, ça, je trouve ça assez fort qu'en fait, il s'y attend tellement qu'il chancelle quand même et qu'il se fait rattraper par un passant à côté de lui. Fou, quoi. C'est fou. La Cadillac qui aurait dû l'écraser ou qui dans un autre monde l'écrase passe devant lui. Et à ce moment, Jake se déchire en deux. Il devient deux petits garçons. Son esprit se divise entre « je suis vivant » et « je suis mort ». Il sait que ça n'aurait pas dû se passer comme ça et maintenant, il a peur de vivre éternellement. C'est fou ça, il a peur de vivre éternellement. Bah oui, s'il pense être mort et que c'est pas arrivé, peut-être que... Bah oui, du coup, il est mort et en même temps il est vivant, donc bah du coup il peut plus mourir vu qu'il est déjà mort, mais il est toujours là, donc c'est vraiment... c'est un petit vampire. C'est entretien avec un vampire avec Roland et Jake. C'est sa petite poupée. Je verrais pas trop Roland à l'estat quand même. Hein. Non, c'est vrai. Non. En arrivant en cours ce matin-là, il se disait juste qu'il avait sans doute eu un flash psychique, un genre de prémonition éclair, un coup d'instinct, comme ça arrive parfois. Sauf que ça ne passe pas. Pire, il est assailli de plein de souvenirs inédits, des souvenirs du futur. Ça, le concept de souvenirs du futur... Fou. Ouais. Alors déjà, c'est à la 3e heure de cours. Voilà, je le dis pour dire ça. C'était noté. Mais effectivement, voir ses souvenirs revenir du futur, enfin, l'idée, elle est incroyable. De ce qu'il devra vivre, ce qu'il aurait dû vivre, mais qu'il n'a pas vécu. C'est fou, quoi. Oui, il a des souvenirs du relais, quoi. Ouais. Trop bien. Parce que c'est marrant, parce que du coup, il a des souvenirs d'un truc qui vit pas. Et moi, c'est vraiment ce truc de me dire, en fait... Pour nous, il l'a vécu dans le sens où on l'a vu avec Roland dans le relais et tout. Maintenant, ce Jake-là, il ne le vit pas. Comment du coup, il peut ressentir ça, quoi. Moi, ça me... C'est marrant parce qu'il vit l'inverse de Roland. Roland, il a vécu ça. Et à un moment, son psyché lui dit « Non, tu l'as pas vécu, t'as vécu ça, en fait. » Et en fait, il split son passé en deux en disant « Ok, lequel est vrai, en fait ?» Et Jack, il vit le contraire. Il vit des souvenirs qu'il n'a pas vécu et on lui remet dans le truc de « Ah, mais en fait, t'aurais dû vivre ça à ce moment-là, en fait, quand t'es mort. Mais en plus, t'es pas mort. Donc, t'es en train de créer des nouveaux souvenirs et c'est avec c'est des souvenirs du futur que t'es en train de te battre. Il vit l'inverse de Roland, en fait. Et ça, je trouve ça trop fort. Oui, puis à ce moment-là, il pense encore qu'il est en train de devenir faux. Il se rend pas compte que c'est la vérité. Tu vois, en fait, le c'est la vérité, c'est ça. C'est pas les deux voix dans ma tête. Les deux voix, c'est la vérité. Les deux cohabitent, en fait. Mais là, pour l'instant, il a toujours pas réalisé ça. Et lui, il vit sa deuxième vie en même temps. Ouais. Roland, il se souvient de deux vies.
Oui. Là, exact, Jack, c'est il ça. crée sa deuxième vie, en fait. Et Ouais. vraiment, on est à l'antithèse des deux pour se réunir, tu vois. L'un qui vient du futur, l'autre qui vient du passé, et qui se réunissent à un moment T, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce que cours, bowling, retour à la maison, il passe sa journée entière à avoir l'impression de vivre 2 journées, celle à New York et celle au relais. À 3h, donc, il doit être au bowling. Redit 3h. On était à la 3e heure de cours, mais à la 3h de l'après-midi, il doit être au bowling. Précision que il arrive à l'entre-deux-quilles. Le nom du bowling a toujours été l'entre-deux-quilles. Quoi qu'il arrive. Oui, et c'est important de préciser qu'il avait bowling ce jour-là, parce que c'est son sac de bowling qui du coup, il laisse au part relais. dans l'entre... Ouais. Qu'il Et qu'il laisse à Callahan, l'amène dans l'entre-deux-mondes, qu'il laisse au relais, que Callahan récupère, dans laquelle il y aura la 3e noire. Ouais. Exactement. Ouais. On se rappelle que Callahan arrive au moment où il part du relais. Hein. Oui. Je le redis parce que toujours aussi mind-blow. Hein. Quand j'y repense en disant Callahan était là, voilà. Ça, moi, Je vois un grand poil qui dit ah oui, c'est vrai, c'est bien. Oui. Mais à chaque fois, non, mais je pleure un peu plus pour Callahan. Ouais. Il sera jamais un pistolero. J'ai hâte qu'on arrive à Callahan qui est au relais et qu'on revive ce truc de... En fait, il voit Jake et Roland partir au loin, quoi, tu vois, avec l'homme noir qui se marre derrière. Est-ce qu'on fera une pause Salem pour expliquer Salem, un épisode où on explique Salem et on explique parce que c'est tellement ouf. En vrai, on peut faire J'ai mis un peu trop d'énervement là-dedans. Quel enthousiasme. On peut, au moment où on aura Callahan, on peut très bien essayer de faire un court HS ou une partie un demi-épisode où on parle de Salem, bien sûr. Carrément. Jusqu'à ce que chez lui, il soit convaincu que cet autre monde se trouve derrière la porte de l'office pour rejoindre l'autre Jake et mettre fin à sa dislocation et aux voix qui ne cessaient de discuter de sa mort survenue et évitée à 8h25 ce matin-là. Mais derrière la porte de l'office, il n'y a que l'office. Et pour Jake, c'est la première porte d'une longue série de déceptions. Alors que ses amis et Madame Shaw ont fait remarquer à Jake qu'il a l'air malade, ses parents, eux, ne remarquent rien du tout. Dans son lit, Jake écoute... Ouais, non mais incroyable, tu vois. Tu dis les premiers qui devraient... Enfin, ceux qui connaissent normalement le mieux leurs enfants, c'est les parents, et qui devraient tout de suite capter qu'il y a un truc qui cloche. En fait, on nous a dit très tôt que de toute façon, ils les voient pas, donc ils captent pas, quoi. Entre une sous Valium, un sous cocaïne, et de toute façon, ils sont jamais là. Qu'est-ce que tu veux... Dans son lit, Jake écoute les voix qui se disputent sur sa vie ou sa mort, et sait que les deux ont raison. Il les supplie de se taire en vain. Soudain convaincu que l'autre monde est derrière la porte de sa salle de bain, il se lève avec précipitation et court pour traverser sa chambre. Je cite, si soulagé qu'il se mit presque à rire. Mais non. Et là, en fait, l'enchaînement des déceptions de Jake, qui passe quand même de folie à euphorie d'être sauvé, à perte de tout espoir, puis retour à la folie. Genre, les ascenseurs émotionnels, c'est quand même hyper puissant pour comprendre son désespoir, à quel point il vrille et à quelle vitesse il vrille aussi. C'est vraiment... ça s'accélère beaucoup, quoi. Je l'imagine plus tard dans un asile en train d'ouvrir et fermer une porte. Ouais. Faut essayer de la passer, quoi. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Toute la journée. Est-ce qu'on aura des tocs à la fin de ce podcast? Est-ce qu'on va allumer et éteindre les lumières 19 fois ou fermer 19 fois les portes? Je prends déjà ton calcul mental de 19 pour une forme de toc. Moi, j'ai des tocs. J'aime pas quand c'est impair. Donc, je vais avoir tendance à chercher des trucs pairs et je peux avoir le réflexe de rallumer ou réteindre un truc parce que... Ouais. J'ai ça sur les niveaux de son dans ma voiture. Ah ouais. Je m'arrête pas sur un chiffre impair, je m'arrête toujours sur un chiffre pair. J'ai un peu ça, ouais. J'avoue, j'ai un peu ça. J'ai aucune idée d'où ça vient, mais je sais pas, je préfère les chiffres. Je crois qu'il y a un truc comme ça sur le cerveau gauche, cerveau droit, non? C'est pas un truc comme ça? Aucune idée. J'invente. Et en effet, les 3 semaines qui... 3 semaines, voilà. J'ai fait le chiffre au moment où tu l'as dit, pardon. Depuis le début, on sait que c'est 3 semaines, mais oui. Les 3 semaines qui suivent, Jake succombe sous le poids des voix et des souvenirs spectraux qui l'entraînent vers la folie. Les voix ne disparaissent même pas quand Roland le laisse mourir sous les montagnes. Le début du passage vide, quoi. Excusez-moi, madame. Allez-y, monsieur. S'étirèrent dans la mémoire de Jake comme une désolation brûlée par le soleil, des terres perdues de cauchemars où la paix, le calme et le répit étaient inconnus. Tel un prisonnier impuissant observant une ville mise à sac, il avait vu son esprit succomber peu à peu sous le poids des voix et des souvenirs spectraux. Rien que ça, quoi. Excusez-moi, monsieur. À noter que, effectivement, on fait déjà référence à Terre perdue. Dans le sens, c'est un endroit de désolation où tout est gâché, entre guillemets, quoi. Et voilà. Jake vit désormais ses journées dans une espèce de brume où tout se superpose et son obsession pour les portes s'aggrave. Il ne lui reste qu'une chose, l'espoir de retrouver le pistolero derrière l'une d'elles. Mais aujourd'hui, il fait l'école buissonnière, il erre dans New York, le jeu prend fin. Point 9, il est 9h, on est le
9 mai en VF, mais le 7 mai en VO. Du coup, attends, pour moi, je vais regarder du coup s'il a remis 7 mai ou si c'est couré ou pas. J'avoue. S'il faut, ça vient de là, en fait. Ils ont mis 9 là et les gars... Oui, c'est peut-être une erreur dans la VO. Non, c'est bien le 7. Ah là Désolé, là, je du parle coup, trop. bah voilà. Et donc, je disais 3 fois la répétition de 9 en un paragraphe, 9 étant lui-même le résultat de 3 fois 3. J'ai dit que 3 était un chiffre clé, machin, Ça va écrire un mail à Gélu. Ah, votre traduction. Mais je vais écrire à Jean-Daniel Brec et Christiane Poulain, qui sont certainement morts depuis le temps, et à Marie de Prémonville, et à Gélu, qui me répondent pas. Et au moins, comme ça, ils auront une bonne raison de ne pas me répondre quand je les aurai insultés. Il fait beau, Jack est enchanté par 2 hommes qui jouent au morpion sur la palissade d'un chantier. Jack va mieux, il va même bien, il sent que quelque chose de merveilleux va lui arriver, et a peut-être même commencé à lui arriver. La scène des 2 cadres qui jouent au morpion sur une palissade, On se en demande pense toujours... quoi oui, non, mais... Elle est lunaire, cette scène, quoi. Oui, à chaque fois, on se dit, mais du coup, est-ce qu'on les reverra ou pas Non, mais il y a une ref à quelque chose, c'est pas possible. J'ai cherché sur Google, hein, mais... Ça paraît vraiment bizarre comme situation, effectivement. J'ai cherché sur Google, morpion, cadre, quelque chose, bouquin, il y a rien. Enfin, moi, j'ai rien trouvé qui sortait, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, quoi, tu vois. Ah, mais... alors... c'était du morpion ou les échecs, hein. Les échecs, ça vient après. Ouais, mais c'est juste là, en fait, la scène, elle sert... Je sais pas, je vais pas dire qu'elle sert à rien, mais elle sert à rien dans le récit, en fait. Tu vois, elle est vraiment posée là, puis on passe à autre chose, quoi. C'est marrant. En fait, ça fait partie des petites scènes de vie que King met quand même beaucoup, tu vois, où tu... en fait, quand t'es dans les romans de King, il a beaucoup ça que 22-63. Quand tu marches dans 22-63, le personnage s'appelle quand même Jake aussi. Quand tu marches dans les rues de là où il est, tu entends les bribes de conversation, comme quand t'entends les bribes de conversation quand t'es dans la rue en ville, tu vois. Et là, pour moi, c'est le même truc. C'est, en fait, ils croisent des gars qui sont en train de jouer. C'est marrant parce qu'ils jouent et... En fait, je sais pas, dans ce que tu décris sur 22-63, je me dis, ok, ça participe à l'ambiance de la ville. L'infirmier qu'on a dans les 3 cartes qui trouve pas Susanna, mais Odetta qui la ramène à l'hôpital. Tu vois, on a tout un pan sur sa vie à lui qui sert à rien, mais qui permet de se rendre compte qui il est vraiment et pourquoi il sauve une femme noire qui vient de se faire arracher les jambes par le métro. Tu vois, t'as quand même un truc qui est créé, quoi. Là, la scène a fait une demi-page. C'est lunaire. Le Morpion, c'est quand même un jeu où c'est du 3x3. Je vois où vous voulez en venir, madame. Je n'accepte pas ça. Si, quand même. Monsieur le procureur, c'est 3, c'est des lignes de 3. Mais ça se passait à 9h en plus. Oui, en plus. Oui, c'est 0.9 à 9h. Ouais, je sais pas, le c'est 7 mai, du coup. Mais, c'est marrant. En tout cas, les voix se sont tues, sans doute temporairement, mais c'est déjà ça de gagné. Aujourd'hui, Jack ressent la présence d'un rayonnement. Il ressent l'avènement du blanc. On a des phrases telles que « Il descendit la 54e rue et lorsqu'il arriva au coin de la 2e avenue, il passa une nouvelle fois à l'ombre du cathète. » Là, on sent que c'est l'effet de la rose, pour moi, qui fait que tout se tait autour de lui, qu'il est plus serein, mais je suis même pas sûr, parce qu'il est pas encore à côté. Bah ouais, que là, il est plus de voix, oui. Je me demande si c'est pas à partir du moment où il se rapproche de moments clés ou de points clés, parce que là, il se rapproche de la librairie, c'est juste pour... un peu ce truc, je sais pas quand vous étiez gamin si vous chassiez les grillons dans les jardins, mais du coup ce truc de tu te rapproches, en fait plus tu te rapproches du grillon, plus tu l'entends, et où là c'est l'inverse, plus tu te rapproches du point vers lequel tu dois aller, moins tu entends les voix, tu vois, j'imagine, ouais. C'est une forme de, c'est vrai que je suis en accord avec ça, ça permet de le guider quelque part. Oui, c'est ça. Ça permet de lui dire c'est sur le bon chemin, et ça je suis complètement d'accord. Mais même la scène d'après là, le défilé, j'étais en mode j'ai mal lu un truc, j'ai relu le passage, il y a un truc que j'ai pas compris, d'où ça vient, quoi, tu vois. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a un vrai truc c'est un garçon qui fait l'école buissonnière, et donc il voit des choses qu'il voit pas, parce que normalement, il est pas censé être dehors à cette heure-là de la journée, et donc il découvre presque une nouvelle vie, en fait. Il y a peut-être un petit peu de ça. peut-être possible, plus attentif par le fait que s'il se fait gauler, il va se faire embêter. Ouais, je sais pas. Je comprends pas, parce que vraiment, il y a ce passage il rêve d'un défilé qui se passe autour de lui, avec... les gens, une fanfare en uniforme dont les membres marchent au pas tandis que le soleil fait chanter leurs trompettes et leurs corps, de jolies majorettes lançant leurs bâtons et agitant les longues jambes bronzées, des cabrioles couverts de fleurs remplis de célébrités souriantes. Ça vient de nulle part, et d'un seul coup il y a un coup de klaxon et il se réveille en disant il y a pas tout ça en fait.
Il a commencé à rêver d'un truc. Ouais. Et, elles ont des corps quand même, tu vois. Elles ont le corps, elles ont pensé à le récupérer. C'est la fanfare qui a des corps. Tiens, prends ça, Roland. Même la fanfare, ils ont des corps. Mais effectivement, alors j'ai cherché 54e rue, 2e rue, machin et tout, j'ai rien trouvé. Et il passa une nouvelle fois à l'ombre du cathète. Je suis pas persuadé de savoir ce que ça veut dire. Pour moi, ça pourrait dire qu'ils sont sur la même ligne temporelle, dans le sens, on sait qu'après ils marchent sur le rayon pour arriver au cathète et arriver à la porte qui le fait passer dans l'entre-deux-mondes. Mais du coup, c'est peut-être un truc de ça. Ils marchent vraiment dans la même direction que le cathète, quoi. Je sais pas. On sait que entre le New York de Eddie et Susanna et le New York de Jake, il y a des erreurs. Tu sais, on avait vu la dernière fois que King il s'excusait parce qu'il y avait des erreurs dans la géographie et tout. Et en fait, entre les New York de chaque, c'est pas les mêmes erreurs. Donc on se dit même que toute façon, ils viennent pas du même monde. C'est pas genre le même monde mais à des moments différents. C'est des versions encore différentes des mondes. Oui, complètement. Ouais. Donc cette idée où ça se superpose et où du coup ils sont un nombre en effet. Ouais. Donc Jake avance sûr de lui, soulagé, jusqu'à une librairie. Jake entre dans la librairie et pour la première fois depuis 3 semaines, il n'espère pas trouver autre chose derrière cette porte. Il ne sait pas ce qui l'a conduit dans cette librairie thématisée en restaurant. C'est peut-être la chance ou peut-être l'impression persistante qu'il avait de suivre une piste, une sorte de rayon. Tiens. Mais la réponse lui vient en jetant un coup d'œil à une pile de livres. Dans un tas de livres pour enfants, un avec une locomotive sur la couverture attire Jake, Charlie le chouchou, histoire et dessin par une certaine Beryl Evans. Il se souvient du train collé sur sa composition d'anglais et des mots chouchou qu'il avait écrits et s'empare rapidement du livre auquel il s'agrippe. Il voit les signes. Il voit les signes, effectivement. À noter que John, pour ma part, j'ai retrouvé sur John D. McDonnell, William Faulkner et Raymond Chandler. Juste qui sont cités, mais j'ai rien trouvé spécialement. C'est des auteurs. Ouais, des auteurs qui sont vraiment connus pour le coup. Il trouve effectivement Alice au Pays des Merveilles, Bilbo le Hobbit et les aventures de Tom Sawyer. Je trouve ça marrant qu'ils mettent Bilbo le Hobbit. Et en fait, je revenais juste sur le nom de Charlie le Chouchou. Le nom est tellement simple et enfantin que je suis vraiment étonné qu'il n'ait pas réellement existé, quoi. Dans le sens que personne n'ait vraiment fait un livre qui s'appelle Charlie le Chouchou en dehors de King, quoi. Tu vois, c'est trop marrant en fait. C'est ce qui fait qu'il a réussi à duper. J'ai une petite aparté sur Charlie et Beryl Evans. Ouais. Déjà, on le verra plus tard, mais dans le monde de Roland, le livre, il existe aussi, mais il a été écrit par une autre autrice, qui est Claudia Ines Bachmann, un nom qui comporte 19 lettres. Mais Claudia Ines Bachmann, dans notre monde à nous, c'est aussi la femme fictive de Richard Bachman, le pseudonyme de King. Ça, c'est lui qui s'amuse. Et quand je disais que Charlie le Chouchou, ça paraît tellement évident que du coup, ils ont réussi à duper des gens, c'est qu'en février 2017, pour la promotion du film La Tour Sombre, Sony Pictures a distribué gratuitement 150 exemplaires du livre Charlie the Chouchou lors de la Comic-Con de San Diego, et même une comédienne a été engagée pour faire une fausse dédicace à cette occasion, puisqu'en réalité, Beryl Evans n'est autre que Stephen King. Et en fait, c'est 150 exemplaires. Il y en a des fois qu'on voit passer sur eBay à des prix complètement délirants. N'importe quoi. Et donc, profitant de cet engouement, l'éditeur Simon & Schuster a décidé de publier ce livre inédit de Stephen King le 22 novembre 2016. 22 novembre, c'est rigolo quand même. Dans une collection de livres pour enfants, avec des très belles illustrations signées Ned Damron, qui a déjà illustré des tomes de La Tour Sombre. En français, il est pas été publié, mais le texte est traduit dans son intégralité dans Terre perdue. Donc honnêtement, il est sur Amazon, hein, il est facile à trouver. Prenez-le parce que les dessins valent le coup. Il est pas très cher. Les dessins sont très jolis. Je le filerai pas à un gamin, par contre. Non, mais c'est cool de l'avoir pour le lore de La Tour Sombre. Il est un peu cher pour ce qu'il est. Et côté connexion, à part dans La Tour Sombre évidemment, Charlie the Chouchou ainsi que Gage Park sont aussi mentionnés dans le roman Cellulaire. Oh, voilà. Nice. Ah oui. Trop cool. Voilà. T'avais un autre truc à rajouter sur ce tout petit bout, Zef? Non, c'est bon. Non, je me faisais une mini-théorie de pourquoi Je revenais sur ma théorie de RF fait en sorte que tout se passe bien pour arriver de là où ça doit arriver. Et je me disais, je me le vois trop entrer dans la librairie, poser Charlie le Chouchou et le tralalaire devine-moi, et se barrer. Tradiradera. Juste, ouais, voilà. Pardon, ouais. Traderidera. Ouais, c'est ça, voilà. Et juste pour être sûr que Jack le trouve, tu vois. Ouais. Je me faisais ce délire-là, mais vous me suivez ou pas dans le délire? Moi, c'est sûr que c'est ça qui s'est passé. Je sais pas. Non, moi j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien l'idée.
Malgré le rire du train sur le dessin de la couverture, Jake se dit que ce n'est qu'un masque et qu'il faut s'en méfier. À côté, il y a un recueil de devinettes que Jake prend aussi. Il l'ouvre au hasard et tombe sur une devinette à base de portes. Et la question c'est, quand est-ce qu'une porte n'est plus une porte ? Et Jake se dit, quand elle est hors de ses gonds. Il sentit la sueur perler à son front, sur ses bras, sur tout son corps, quand elle est hors de ses gonds. Et nous, les portes hors de leurs gonds, on sait ce que c'est parce qu'on sait que les portes qui sont sur la plage, qui constituent son caca, elles ont pas de gonds parce qu'elles ont pas d'encadrement, tu vois. Tu fais il le sait alors qu'il était pas là à ce moment-là, tu vois. C'est parfait. Ouais, c'est trop bien. C'est le détail. Jake a besoin de ses livres, il les achète donc au libraire. Calvin Tower, un nom qui fait sursauter Jake sans savoir pourquoi. Tower est un peu chelou, très instinctif, il se doute qu'il sèche les cours et qu'il est fils unique. Mais bon commerçant, il lui fait un prix sur Charlie et lui offre le recueil de devinettes. Qui se souvient de sa réaction quand vous lisez Calvin Tower? Je me souviens pas. C'était, moi je me souvenais, je me suis dit, wow, c'est gros quand même. Pareil, je suis en mode, oh mec, c'est bon quoi. Un effort, t'aurais pu au moins lui donner un nom allemand qui veut dire tout ou quelque chose quoi. Alors qu'en vrai ça marche trop. Mais oui, ça marche trop bien. Je trouvais ça intéressant que quand Calvin lui parle au gamin, il lui parle comme un cow-boy. Ah oui. Il lui fait, hey partenaire. Oui, parce qu'il lui dit que son nom lui fait penser à un nom de cow-boy. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il enchaîne. Et je trouve ça fun parce que c'est un pistolero. Vous l'avez ou pas? Au départ, ouais, mais au départ, il l'avait appelé un truc genre voyageur hyperboréen. Il faisait plutôt référence à. Ouais, après, vagabond hyperboréen. Après, il le rappelle comme ça tout le temps. C'est juste là, sa petite dédicace de. Et partenaire, du coup, tu cherches quoi dans ce désert ou je sais plus quoi là. Et c'est voilà, l'étranger qui arrive un peu au beau jour du Black Fort, Arizona, qui nettoie la ville et puis reprend sa route. Ça rappelle quelqu'un qui arrive dans une ville, la nettoie et se barre. Voilà, c'est tout. Tower l'invite à rester boire un café et le regarder battre Aaron Dipno aux échecs, mais Jake ne peut pas. Et c'est marrant parce que... Ben oui, et on nous dit que Jake ne reviendra jamais là. Et King, il fait comme il fait d'habitude, il nous laisse penser que ce sont des persos qu'on ne recroisera jamais. Et pourtant, ceux-là, on les recroisera. Ils sont tellement importants. Ils sont hyper importants. Et en plus d'être importants, Aaron Dipno, il est comme Calvin Tower, il fait partie de la Ted Corporation, mais dans Insomnie, on croise le neveu de Aaron Dipno, qui est Ed Dipno, qui lui-même deviendra un des outils du roi cramoisi. Ouais. Et ça, c'est marrant de se dire, tonton et neveu, ils sont pas du même côté. Il y en a un qui se laisse influencer, pas l'autre, quoi. Il y a un passage, alors c'est moi qui tire vraiment mon fil au maximum, je pense qu'il est tellement tiré qu'il va péter dans mes dos, bon j'ai parlé. Il dit, t'as Kelvin qui dit, quant au recueil de devinettes, je te l'offre, un cadeau de ma part à ce jeune garçon assez sage pour sceller son cheval et partir pour les territoires. Le dernier jour du printemps. Voilà, je me faisais juste la ref à Territoire, le bouquin vraiment nulos qu'il faut pas lire de King et de je sais plus qui, où t'as un gamin qui part aussi pour les territoires. Territoire, c'est la suite de Talisman, mais oui. Ouais. Tu l'as pas lu Territoire du coup. Mais, j'ai pas lu, pardon. C'est les Talisman. Putain, je me gourre, je l'ai acheté 2 fois, putain. J'ai acheté 2 fois Talisman en disant c'est la suite des territoires, je me suis gouré. Mais voilà, pour dire. Du coup, ça ne vaut rien ce que je suis en train de dire. Oui, le fil t'a pété entre les doigts, c'était ça. Je l'ai prévu. L'intro du livre de devinette précise que la devinette est peut-être le plus ancien jeu de société. Zef, un commentaire. C'est quoi sur le plus ancien jeu de société? Alors, je dirais que c'est possible. Je dirais que les dés sont très anciens aussi. Et le livre précise aussi que toutes les solutions sont à la fin du livre, mais toutes les pages de solus ont été arrachées. Jake fait demi-tour, retourne à la librairie et demande à Tower la solution de la devinette de Samson qui est dans l'intro, et c'est Dipno en chanson qui lui donne la réponse. Il lui en pose une autre à laquelle Jake ne sait pas répondre et en même temps, il sent qu'il doit se dépêcher d'aller sur la 2e avenue, il sent qu'il a quelque chose d'important à y faire. Parce que moi je reviens juste au point avant, où quand il part la première fois de la librairie, il dit j'aimerais bien mais je ne peux pas, je dois aller quelque part, et l'autre lui dit très bien tant que ce n'est pas à l'école. Jake eut un large sourire. Non, pas à l'école, là règne la folie. Et juste enfin parce que Dipno dit il y a des gamins cultivés, juste pour dire ça vient du Roi Lear de Shakespeare. Ce passage là. Voilà. Ok. Je suis allé chercher en anglais, c'est That's Why Lies Madness.
Et voilà. C'est trop bien le Roi Lear. C'est vraiment trop bien le Roi Lear. Il est content. Plus Jake s'approche du lieu où se déciderait son destin, et plus ses sens s'aiguisent. Il arrive même à deviner le futur à court terme. De la chanson des Stones au magasin de disques, tout fait référence à des portes, à une tour ou à des choses sombres. Tout à coup, Jake sait quelle est sa destination, une charcuterie fine. Et là, nous, on pense évidemment à la charcuterie Tom et Jerry du rêve d'Eddie. Alors Jake fonce, rapide et habile, pour éviter la circulation et les passants. Mais arrivé à destination, il n'a rien d'autre qu'un terrain vague. L'immeuble qu'il cherche a été démoli. Pour Jake, c'est la déception et l'amertume de trop, mais les voix ne se manifestent pas. Une pancarte indique « Les entreprises Mills et Sombra Promotions poursuivent la rénovation de Manhattan. Bientôt sur cet emplacement, la résidence de la baie de la Tortue. Renseignements au 555 67 12. Appelez-nous, vous ne le regretterez pas. » Sombra Tortue... Oui, voilà, ouais, je veux dire, il y a... Je saisis pas pourquoi la Sombra est là, en fait. La Sombra Corp, je sais pas non plus, et en plus, à ce moment-là, on sait pas encore ce que c'est la Sombra. Tu vois ? Mais je crois me souvenir, mais ça nous confirmera quand on sera au tome 7 surtout, qu'il y a une bataille financière entre la Sombra et la Catet Corp pour acheter cet endroit et en faire quelque chose. Et je pense que en partie, ça vient de là. Ah, oui. La Sombra voulait acheter cet endroit pour récupérer la rose et la détruire. Et... Bah, c'est complètement ça pour moi. Oui, Après, ça. le fait qu'ils appellent ça la résidence de la Tortue, c'est plutôt c'est plus pour, à la limite, pour narguer que pour avoir une... Possiblement. Une autre parce que ça se trouve sur le rayon de la tortue. Ouais. Tortue ours. Donc ça paraît cohérent. Mais effectivement, voilà. La Sombra, oui, c'est ça. C'est le point de départ de la bataille financière. Attention, on la verra même pas. Mais entre la Sombra et la Catet. La tête corporation. La tête corporation, exactement. Ouais. Pardon. Mais la pancarte est vieille. Jake doute du bientôt. La palissade est recouverte de vieilles affiches et plus loin, la couleur rouge vif de la palissade est passée. Elle lui évoque la couleur des roses à la fin de l'été et il est subjugué par un tag. Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde. Tu veux des rires et des chansons, suis donc le sentier du rayon. Avec tortue et rayon en majuscule. Ouais. C'est intéressant parce que je reviens sur la bataille, enfin sur le financier, l'achat de l'immeuble, en tout cas l'investissement qu'il peut y avoir dans l'immeuble. Il précise que son père avait voulu, on lui avait proposé à son père d'investir dans cet immeuble et que son père avait dit non. Il avait dit non, j'ai pas envie. Il dit quoi ? Je me fous des avantages fiscaux. Et il avait répondu, quand on t'offre un poste de télé pour t'encourager à examiner des plans, il y a forcément anguille sous roche. Et je trouve ça intéressant que même le cas, entre guillemets, ait empêché son père de financer la Sombra Corp pour faire en sorte que l'immeuble existe. Ouais. Il y a un effet, en fait, je trouve assez cool là-dessus. Et tu l'as dit, tu as parlé de la palissade sur lequel il y avait le message de la tortue comme elle est ronde. À noter que la palissade est rouge vif et fanée. Et c'était fané évoquant à présent celle des roses à la fin de l'été. Et en fait, à préciser que derrière cette palissade, il y a la rose. La rose, elle représente la tour sombre. Et la tour sombre est entourée d'un champ de roses. Donc on a déjà la représentation au milieu de ce champ qu'il y a derrière la palissade, il y a la tour. Et elle est entourée de roses. De roses fanées. Et voilà. Je trouve ça... L'image, je la trouve tellement cool. J'avais pas vu ça, ouais. Alors Jack escalade la palissade et se tord la cheville gauche en atterrissant de l'autre côté. Il sent des vibrations électriques dans l'air et comprend vite que ce n'est pas un terrain vague ordinaire. Au centre du terrain, un panneau caché sous les mauvaises herbes indique « Tom et Jerry, charcuterie fine et artistique, spécialiste en réception ». Et pardon, juste après le truc de la baie de la Tortue, il y a noté « Mais ça ne suffit pas la chair de poule que parcourent les Chines », ce que tu viens de dire. L'impression qu'il avait trouvé un nouveau panneau sur une fabuleuse autoroute occulte. Je rappelle que les autoroutes occultes, c'est ce que va emprunter Callahan pour changer de monde dans le tome quand il racontera son histoire et quand il va passer de monde en monde pour tuer les vampires. Pas les vampires, si les vampires d'ailleurs. Si, c'est les vampires. Les vampires psychiques. Les vampires psychiques. Et du coup, je me suis demandé si autoroute occulte était un terme qui était revenu ou changé. Et effectivement, dans la V1, je mets des guillemets là-dessus parce que c'est toujours pas la V1, mais effectivement, c'est bien les Hidden Highway qui existent depuis le début. Donc, il avait déjà prévu, entre guillemets, de les utiliser comme tels. Voilà. Et juste le terme de Hidden Highway est incroyable.
Sous le panneau caché, ce que nous on sait être la suite de la cantine de la tortue, son esprit, quoique lent, est toujours très gentil. Il tient chacun de nous dans ses nombreux replis. Jake avance et voit tout avec une immense clarté. Il se sent au seuil d'un grand mystère. Seuil porte. Et c'est aussi terrifiant que merveilleux. On aime bien. Un champ lexical des trains et des portes. Trop bien. Il entend un bourdonnement de voix chanter en chœur et voit des visages dans les herbes. Il n'y a plus d'immeuble, mais il y a encore tout. Du cœur qui s'amplifie, Jake entend 3 noms, mais n'en identifie qu'un, le dernier. Il entend Martin, il entend Cuthbert et il entend Roland de Guilhed. Juste, il y a ce passage qui est incroyable. Excusez-moi du peu. Il entendait un bruit. Il l'entendait depuis qu'il était entré dans le terrain vague, en fait. C'était un merveilleux bourdonnement suraigu, désespérément solitaire et pourtant merveilleux. Ça aurait pu être le bruit du vent soufflant sur le désert, mais ce bruit-là était vivant. C'était le chant d'un cœur aux 1000 voix, pensa-t-il. Il baissa les yeux et s'aperçut qu'il y avait des visages parmi les mauvaises herbes, les buissons et les tas de briques. Des visages. « Que faites-vous ici » murmura Jack. « Qui êtes-vous » Il n'obtint aucune réponse, mais crut entendre au sein du cœur un bruit de sabots frappant le sol poussiéreux, des coups de feu et des anges chantant des hosanas parmi les ombres. Excusez-moi quoi. On kiffe ou pas ce passage? Oui, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Il y avait des noms, il y avait des bribes de conversation qui auraient pu provenir d'une dizaine de milliers d'histoires entremêlées. Il entend le multivers, quoi. Il entend le multivers. Il entend les différents niveaux. Exactement. La rose représente tout ça et fait le lien. Bien sûr. Bien sûr. Il entend les pains. Et il entend le blanc, puis enfoui dans le terrain, il voit une clé. Et derrière la clé, une rose. Jake pleure, surine dessus et tombe à genoux, et tend la main vers la clé qu'il semble avoir déjà vue en rêve. Il nous manque la pierre. Hein. Faut pas oublier la pierre. Il manque toujours la pierre, là. Toujours pas à savoir où elle est. Je comprends pas ce que c'est cette pierre. Ouais. Le petit machin en forme de S au bout, c'est ça le secret, pense-t-il. Et quand il referme la main sur la clé, le cœur se fait triomphant. Il voit et ressent une décharge d'énergie comme s'il avait attrapé une ligne à haute tension, mais sans la douleur. Il range la clé entre 2 pages de Charlie et s'approche de la rose, la véritable clé, qui pousse sur une touffe d'herbe mauve. Mais bien sûr. Alors qu'il s'approche, la rose éclot et dévoile une sombre fournaise. Ce truc d'herbe mauve, on en avait parlé déjà dès le Pistolero, on était venu rechercher dans ce tome-là, parce qu'il y a des histoires avec des herbes mauves, et plusieurs fois dans le King, dans son univers, quand il aime bien faire des liens entre ses œuvres, il a tendance à mettre un petit peu de mauve sur des suggestions de « Ah, là, il y a 2 personnes qui se voient, mais qui devraient peut-être pas trop se voir. J'en appelle à l'éclipse entre Jesse et Dolores Claiborne. Dolores Claiborne, incroyable. La rose chante alors qu'il approche sa main, mais il est pris de terreur. Il sent que quelque chose cloche, qu'il y a un envahisseur. Au centre de cette rose, il voit un soleil. Non, il voit plusieurs soleils. Et je cite, « Peut-être que ce réceptacle fragile mais précieux contenait tous les soleils. » Mais bien sûr. La tour. Jake sent que tout va bien, mais qu'on lui permet de sentir que bientôt, tout pourrait aller mal, la rose est en danger. Jake tend la main, quitte à mourir, le désir de protéger la rose est plus fort que tout. J'avais noté un petit truc, l'herbe pourpre. Ouais. C'est pas la couleur de l'herbe du diable dans le premier... Je sais plus pourquoi on avait relevé ça, pourquoi on cherchait que c'était mauve. Non, c'était dans le rêve... Oui, c'est dans le dialogue entre le RF et oui, à la Noir fin, et dans son voyage Roland. Cosmique, là. Ouais. Parce que Roland dit, quand RF lui explique ce qu'est la tour, vous savez, la pression, la pression de la puissance, de la gravité, de tout ça, il explique tout ce que ça peut être. Je me souviens très bien de ce passage, parce que j'étais en train de vous expliquer, vous me disiez, je comprends pas, je dis, mais si, la tour, c'est vraiment incroyable. Il dit, au-delà de tout ça, il a vu un brin d'herbe mauve, et RF lui dit, tu es sûr de comprendre ce que c'est, tu es sûr de vouloir savoir ce que c'est, et c'est ça qui fait que... Et il lui dit d'ailleurs, on voit que t'es puissant, ou on voit que t'es résistant, parce que même ton père ici serait mort. Ouais. Il serait devenu fou, et toi, t'as résisté. Et en fait, c'est tout le départ de toute la théorie de ce que c'est la tour sombre et de l'univers, le multivers et tout ça, en fait. Enfin, de l'explication qu'il y a entre RF et tout. Relisez ce passage! Incroyable! Ce passage 5 mais incroyable! Voilà. Jake a perdu connaissance pendant 6 heures et il a très mal à la tête. Il se l'est éclaté sur une brique en perdant connaissance.
Il reprend ses esprits et se souvient peu à peu de son arrivée ici, des voix, des visages, de la magie, et il est sûr d'une chose, il n'a pas halluciné. Il retrouve la rose, et dans un tas de briques, il voit un visage avec une cicatrice au front. Il l'appelle par son prénom, Ali, mais le visage disparaît. Et là, je me dis, mais... Pourquoi il est blessé à la tête ? Parce qu'il s'est éclaté la tête en tombant. Ah, bien vu. Ok, je comprenais pas pourquoi, en fait. Mais ouais, je l'avais pas tilté comme ça, en fait. Sur une brique, quand il a perdu connaissance, c'est dit. Merci, désolé. Après, oui, si tu veux faire un lien entre, du coup, il voit Ali qui a une cicatrice sur la tête, machin. Non, du tout, je me demandais, en fait, j'avais pas compris dans le récit qu'effectivement, il perdait conscience et il se cognait la tête, du coup, il se blessait. J'avais pas tilté du tout ça, la simplicité de l'action. Je cherchais plus loin, voilà, le cas, tout ça. Il se retourne vers la rose et lui parle. Elle est plus belle que toutes celles qu'il a vues, et elle lui semble malade aussi. La rose accepte même d'être touchée, se penchant légèrement en direction de la main tendue de Jake. Il voit les livres et les prend, la clé tombe de Charlie le Chouchou et le cœur des voix se fait plus fort. Il la met dans sa poche et boitille jusqu'à la palissade, laissant derrière lui la rose, se convainquant via la voix de Roland que personne ne viendra l'accueillir ou l'écraser, elle est capable de se protéger. Je notais que dans tout le récit, c'est le seul qui touche la rose. Il la touche vraiment ? Blessé. Bah là, il dit qu'il la touche. Moi, j'ai pas l'impression qu'il la touche. Hein. Attendez, les gars. Et les meufs. En dépit de l'absence totale de brise, la fleur se pencha vers ses doigts. L'espace d'un instant, ils en touchèrent la surface douce et veloutée, merveilleusement vivante, et le cœur sembla gagner en puissance tout autour de lui. Ok. Ah merde. Il la caresse. J'avais surligné des passages juste en dessous où il parlait du moment où sa main approche, et après on passe au moment où il a perdu. J'ai l'image en tête de la rose qui se penche doucement pour se faire caresser comme un chat quand tu mets ton doigt et qu'il vient se caresser vers toi. Ça marche. Et du coup, je disais ça parce que Roland touche aussi la rose, mais il se coupe les doigts dessus. Parce qu'elle se protège de lui, en fait. Et du coup, je disais juste, c'est de trouver ça beau que ce soit Jack qui puisse toucher la rose. Voilà. Parce qu'il est pur. Alors que Roland, il est pas pur. Ouais, je vois. Roland, il a tué toute une ville. Il mérite de se couper. Et effectivement, le côté du terrain vague, je rappelle que la rose, elle pousse dans des drawers. Je rappelle que les drawers, c'est les lieux malsains qui poussent en fait au mal ou qui regorgent de tout le mal en tout cas. Et je me demandais si c'est les drawers qui l'envahissaient au fur et à mesure, la rose, pour la détruire, une sorte de représentation du danger dans lequel elle est menacée, ou si elle poussait naturellement là pour se protéger elle-même, quoi. Je sais pas s'il y avait un truc comme ça. Je le voyais plus dans le sens, elle est là, et en fait les drawers l'envahissent pour essayer de la détruire. Ouais. Voilà. Jake repasse donc la palissade, les voix se sont tues, il part en direction de sa maison. Chez lui, les parents sont plus en colère, et la mère sous Valium et le père sous cocaïne, que réellement inquiets ou soulagés. Pas en colère qu'il les séché, non, en colère qu'il leur fasse perdre leur temps. Et Jake, il dit même troubler l'emploi du temps. On réalise à quel point aucun des sentiments des parents à l'égard de Jake n'est positif ou affectueux. Jake veut partir, il a une tâche à accomplir, même s'il ne sait pas encore laquelle. Il se rebelle pour la première fois, et dans une empoigne avec son père, les parents prennent peur, il voit pour la première fois dans ses yeux comme une flamme, et nous on se dit que c'est un peu l'œil du pistolero, quoi. Tu vois, c'est le début. Le focus. Exactement. Il laisse ses parents en plan et part se coucher. C'est un très beau point de rupture parentale, je trouve. Bien fait. Dans le sens, tu sais qu'après ça, il n'y a plus rien, en fait. Il ne peut plus avoir d'amitié, famille, tout ça. Tout est brisé là, et je trouve que ça, c'était assez bien amené. Ça va clairement le libérer pour la suite. Ouais. Et en fait, il y a le côté... En fait, on est loin de la petite pensée classique des parents aimants et tout ça, et qui sont aimants mais lointains, et de la domestique qui prend soin comme d'une seconde mère pour l'enfant. Tu vois, on est vraiment loin de tout ça, quoi. Comme c'est pas une nourrice, c'est vraiment une gouvernante, quoi. Et elle est déjà en heure sup là, donc. Ouais, c'est fou. C'est vraiment trop bien, quoi. Ouais. Dans sa chambre, Jake se dit qu'il va sûrement bien dormir pour la première fois depuis des jours, mais Madame Shaw, envoyée par ses parents, interrompt le cours de ses pensées avec un plateau de nourriture. Alors qu'il lui ment sur sa journée pour qu'elle aille rassurer ses parents, elle se souvient que son professeur de français est passé et lui a laissé quelque chose, une chemise bleue avec une lettre de Monsieur Bissette, le prof de français. Au passage, la gouvernante a rassuré les parents. Et la gouvernante remarque aussi qu'elle avait elle-même un Charlie le Chouchou quand elle était plus jeune. Oui. C'est vrai. Oui, c'est marrant.
Dans sa lettre, Monsieur Bissett est sincèrement concerné par la santé de Jake et lui propose son aide. Et c'est probablement une des premières réelles preuves de compassion et d'amour que Jake a, puisqu'il en a les larmes aux yeux. Ouais, c'était très touchant le message, la façon dont c'est tourné. Oui, tu dis c'est un bon prof. C'est vraiment un très bon Bissett prof. Ouais. Ouais. C'est le directeur, non, c'est pas ça? J'ai oublié. Son prof de C'est le français. prof de français, oui. Non, c'est après le prof de français, non? Non, c'est le prof de français, ça. La lettre de Monsieur Bissett, le prof de français. Et Béa Véry, c'est qui alors? C'est la prof d'anglais, c'est celle oui, qui, c'est a, ça, qui a relu la composition, du coup. Oui, parce que français-anglais, oui. Pour eux, c'est l'inverse. Bah oui. Mais oui, sa composition en anglais, en fait, c'est sa composition en langue natale, quoi. Cool. Autant pour moi. Dans la chemise bleue, une lettre de Bonita Avery, qui trouve sa composition profondément originale et nettement supérieure à toutes les compositions scolaires qu'elle a pu lire ces dernières années. Et notamment toute la symbolique qu'elle en retire. D'ailleurs, elle a la ref du poème de Robert Browning. Alors, j'ai noté... Je sais pas ce que vous avez pensé de la lettre quand vous l'avez lue, en mode... Qu'est-ce qu'elle est teubée, cette prof, quoi. Tu vois, en mode, elle voit des trucs là où il y en a pas. Qu'est-ce qu'elle a fumé, tu vois. Alors, moi, j'ai pensé à ça, mais en même temps, ça restait quand même bien pour Jack et sa réaction autour. Oui. Mais oui, moi aussi, au départ, je me suis dit, putain, elle a fumé, il a écrit ça dans un délire, vraiment sans réfléchir. Il se souvient même pas de l'avoir écrit. Bon. Surtout que c'est... Un, ça veut vraiment rien dire, et deux, c'est violent, parce qu'il y a un truc à la fin quand même archi violent. Roland m'a laissé mourir, c'est la vérité. Bien sûr. L'un d'eux avait une pompe à essence à Moko entre les jambes et prétendait que c'était son pénis. C'est du génie, mon gamin, continue, tu vois. Bah non, en fait, madame, appelez la vie scolaire, tu vois, il y a un problème. Alors effectivement, j'ai eu ce truc-là, et j'ai eu une double pensée de nous trois, en train de découper des trucs de King et en vous tirer tous les petits trucs possibles, tu vois, en disant regarde là ça fait 3 x 3 et regarde là on parle Lucas et regarde là c'est F. Et je me disais ok, en vrai je peux pas lui en vouloir à cette prof. Oui. Alors, on n'a jamais dit que ce qu'on disait c'était paroles d'évangile. Non, mais je trouvais ça marrant. Théorisait qu'on allait tirer très fort sur les. Je trouvais ça marrant l'analyse et suranalyse qu'elle met sur ça versus l'analyse et la suranalyse qu'on fait de tout juste parce qu'on kiffe, tu vois. Et je trouvais ça assez intéressant en fait. Oui, j'allais dire, moi, je mets pas du K et du 19 dans mon boulot. Et en même temps, je vois les K et les 19 dans mon boulot parce que ce jour, sur un de mes gros projets de ce début d'année, c'était un kit de communication pour nos adhérents. Bref. Et du coup, quand on fait des choses pour les adhérents, on fait une circulaire. Et la circulaire qui est partie, donc, ce jour avec ma première réalisation de l'année, c'est la circulaire numéro 19. Voilà. J'ai vu ça sur l'extranet du boulot ce midi. J'ai fait, ok, bon, bah, très bien. Ah, mais c'est trop marrant. Tout est lié. Le cas. Oui, c'est rigolo. Elle conclut en lui disant qu'elle veut publier la composition dans le journal de l'école et fait un post-scriptum très touchant. Je cite « Si c'est parce que vous doutiez de mes capacités à comprendre une composition d'une richesse si surprenante que vous avez quitté l'école aujourd'hui, j'espère que cette lettre vous aura rasséréné. » Tu fais « Oh... » Stylé. J'ai écrit sans pouvoir s'arrêter. Madame Chaud prend congé. J'aime bien. Ah, regardez, j'ai reçu un... Ah, ouais, très bien, allez, bonne nuit, casse-toi. J'ai trop kiffé la servante. En mode, la servante, la gouvernante. Pardon, la gouvernante. Tu vois, tous les séries américaines où les gouvernants, tout ce que tu veux, ils sont en mode trop dans la famille et tout. Ouais, ta gueule, en vrai, c'est juste un job. Lâche-moi la grappe, gamin. C'est trop drôle. C'est encore un contre-pied de tout ce qu'on peut voir un peu dans la culture populaire habituelle. Mais bien sûr, c'est tout le monde n'est pas Alfred, quoi, putain. Non. C'est trop drôle. Ses parents défilent l'un après l'autre dans la soirée. Il fait semblant de travailler pour son examen de français, mais ce qu'il veut, c'est ouvrir ses 2 nouveaux livres pour préparer un autre examen qu'il sent qu'il passera bientôt. Jake s'installe donc à son bureau et étudie Charlie le Chouchou. C'est l'histoire de Bob le mécano, qui est le meilleur conducteur de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes, et Charlie le meilleur train, qui relie Saint-Louis à Topeka. Et Bob a un secret, il est le seul à savoir que Charlie est bien vivant, et il sait parler. Alors, pardon, je vais revenir sur 2 choses, parce que là, t'es au point 22 déjà ? Oui. Oh, pardon, j'avais pas vu. Allez, moi je dépote. Hein. T'as loupé le 21. Il faut accélérer. Non, j'ai le 21, j'ai juste dit ses parents défilent l'un après l'autre, et voilà. C'est vrai, excuse-moi. Et je vous laisse développer, c'est très bien, moi ça me va très bien. En fait, il y a le père qui arrive, effectivement, et je trouve que Jake, il a des mots ultra durs sur la façon dont il voit son père. Il arrive et il est déjà pété, quoi. Ouais.
Et effectivement, il est pété, mais le terme, je le trouve ultra. J'ai pas regardé que c'était en anglais par ailleurs, mais il y a un vrai rejet. Ça donne l'impression qu'il a un rejet, mais qu'il est blasé aussi. Pour employer un vocabulaire comme ça, quelque part, c'est que c'est une situation habituelle pour lui. Ouais, en fait, pour moi, c'était des termes d'adolescent dans le sens quand t'es ado. Ouais. Tu parles de comme ça de tes parents en mode il est complètement pété, il m'a saoulé, machin. Et là, je trouve que comme c'est un ado, pas un ado, Eleven, c'est pas encore un ado. Tu vois, il y a un côté. Je trouvais ça assez violent, mais c'est juste pour le terme, quoi. Je regarde rapidement. Écoute, ayant un gamin de 11 ans, je peux te dire qu'il pourrait y employer des termes comme ça. Il serait chargé derrière par ses parents, hein, mais j'entends. Il pourrait tout à fait employer des termes comme ça, voire bien pire. Et je n'ai pas d'enfant. Oui, péter, c'est pas... Et en anglais, il dit zonk. Déjà qu'il a un peu trop souvent le seum et que dès qu'on perd, il dit chier tout le temps. On est en 70, monsieur, c'est pas la même époque. Non, d'accord, je suis d'accord. Le seum en 70, oui. Et on revient sur le R du nom du père de Jack. Ah oui. Parce que c'est très drôle, ça. La prof, dans sa lettre, elle dit « Ah, Roland, c'est un très joli nom. » Je sais pas ce qu'elle dit, je dis n'importe quoi. Mais elle dit « J'ai regardé dans le dossier scolaire et j'ai vu que votre père avait un R en second prénom. Et vous faites sûrement référence à ça, à votre père qui va vous sauver. LOL !» Et effectivement, il lui demande à son père et son père, il fait « Ah non, c'est juste un R. » Ouais, c'est juste une initiale, quoi. Et en fait, il dit comme Harry S. Truman. Et j'ai pas regardé si Truman n'avait pas de second prénom non plus, ou si le S c'était juste une initiale qu'il pouvait mettre. J'ai pas été vérifier l'affirmation, mais ça me paraît quand même chelou d'avoir juste une initiale dans un nom comme ça pour ouais, je sais pas, je trouve que c'est très américain, parce que le second prénom et l'usage que tu en fais et comment tu veux qu'on t'appelle, c'est très américain. Je dis ça parce que dans mon boulot, quand on a été racheté par notre boîte américaine, ils ont demandé les identités de tout le monde avec premier prénom, second prénom et ainsi de suite, et en demandant exactement comment on voulait être appelé, si on voulait être appelé par le premier ou le second prénom, ou le troisième s'il y en avait un. Et du coup, je trouve que c'est l'importance autour de ça, de l'identité autour de ça, elle est importante apparemment pour les Américains, en tout cas ce que j'en ai ressenti. Aux States, ouais oui, c'est pour ça que dans mon quiz de 100 questions que j'ai fait pour la 100e de la Gazette, il y avait une question sur le deuxième prénom de King. Ouais, je le connaissais pas, c'est bon, ça va. Ouais, je le connais parce que je l'entends dans les interviews, je l'entends, des fois il est marqué sur des articles et tout, et du coup je l'ai intégré, quoi. C'est marrant. Ouais. Et un jour, je sais pas si je vous ai raconté l'anecdote de mon collègue américain qui s'appelait Mac Moyer the Third, donc c'était Mac Moyer comme nom de famille, et the Third c'est un 3 en version romaine, et donc ça se prononce comme ça, Mac Moyer the Third, et un jour il est à l'aéroport, et il se fait appeler par l'hôtesse qui ne sait pas, quand on regarde le nom, que c'est The Third, et elle dit Mac Moyer, aïe, aïe, aïe. C'était trop marrant. Voilà. Oui, bon, les Américains, les chiffres romains. Passage 22, j'anticipe parce que je veux reprendre et c'est intéressant. Charlie the Chouchou, il jetait un bref coup d'œil aux premières pages et vit que le livre était sorti en 1952. Il avait en sa possession un exemplaire de la 4e édition. Peux-tu me dire, Émilie, quelle édition tu as en face de toi et en quelle date elle est sortie? Mais non. Attends. Parce que nous, du coup, c'est 2022. Ils ont... Oh putain, première j'avais page. jamais vu. Copyright 1942, 4e édition. Et 4e édition, 1942. Mais 42, on n'est pas 52, quoi. Pas sur le même niveau de la tour. Là, je vous ai trigger ou pas? Oui. Ouais. Je vérifierai le mien ce soir, au cas où. Et oui, c'est une fausse date d'édition, c'est trop bien. Trop bien, hein. Je suis presque étonné qu'il ait le droit de faire ça dans un livre. Ou alors il doit y avoir la... Si, parce qu'il y a le vrai Nkipit, je crois que c'est le Nkipit. Ouais, il y a le vrai ours à la fin. Oui, à la fin, ouais. Je suis en train de regarder, copyright. Putain, et quand même le texte copyright 2016 by Barry Evans, c'est... Ouais. Alors, il a le droit de le faire, ça. Oui. Alors, il n'y a pas du tout marqué Stephen King, quoi, nulle part. Je sais pas, aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais en France, l'auteur n'est pas obligé de nommer dans l'ours du livre. Alors l'ours, c'est quoi? C'est la petite partie avec illustrateur, auteur, machin, édité à telle date, truc.
Moi, je pense que ce que je préfère sur ce livre-là, c'est sur la couverture, il y a quand même il y a un blurb. Alors en plus aujourd'hui King vu qu'il parle beaucoup de ce qu'il est sur Twitter et à chaque fois qu'il lit ça finit en blurb. Les blurbs c'est les bandeaux de promotion qu'il y a sur les livres en disant c'est vraiment terrifiant, j'ai pas pu en décrocher, Stephen King. Voilà, ce genre de truc. Là, il y a une espèce de blurb, mais qui est directement sur la couverture, qui est en haut à droite, de Stephen King, qui dit si j'avais un jour écrit un livre pour enfants, ça aurait été exactement comme celui-là. Mais oui, c'est lui qui l'a écrit. J'adore. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Des fois, c'est un gamin, c'est rigolo, c'est marrant. En plus, il y a marqué derrière, c'est Simon & Schuster est fier de publier cette nouvelle édition de Charlie le Chouchou, un facsimilé de l'original, de l'édition originale de 1942, tu vois. Tu fais putain, ils ont joué le truc jusqu'au bout. J'adore qu'ils jouent autant le jeu. C'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est Ned Demarno, c'est ça. Putain, trop cool. Je vais le serrer contre moi. Je vais dormir avec. Et effectivement, donc Bob Brooks travaillait comme mécanicien pour la compagnie, ça tu l'as dit, trajet de Saint-Louis à Topeka. Intéressant parce que Blaine s'arrêtera à Topeka. Voilà. Tout à fait. Et les illustrations sont banales, sauf la dernière, où le train a des traits humains, ce qui donne des frissons à Jake, qui repense aux mots de sa composition. Je suis pratiquement sûr que Blaine est dangereux, et c'est la vérité. En fait, il fait le lien, Ouais, après, dès la couverture, moi, je trouve qu'il a une sale gueule, Blaine. Oui, ouais, clairement. Enfin, Charlie, pardon. Oui, Charlie, oui, bah oui, voilà. Alors, je sais pas comment l'amener, mais effectivement, il y a le passage, Bob le mécano avait un grand secret, il était le seul à savoir que Charlie Chouchou était bel et bien vivant. Un jour, quand ils allaient à Topeka, à Saint-Louis, Bob le mécano entendit quelqu'un chanter à voix basse. Et là, donc, je continue à citer le bouquin. Qui est dans la cabine avec moi, dit Bob le mécano d'une voix sévère. Tu as besoin d'aller voir un psy, Bob le mécano murmura Jake en tournant la page. C'est exactement là où tu tournes la page dans le bouquin. Pour enfants. Ils ont respecté la mise en page à ce point-là, en fait. C'est juste le petit détail qui m'a fait kiffer en disant « Ah oui, c'est bien la fin de la page, je suis obligé de tourner pour voir. » Oui, in the cab with me, Engineer Bob said starting. Petit détail. On n'a pas donné la petite comptine de Charlie. Ne me pose pas de questions bêtes. Ouais. Oui, voilà, justement, j'ai mis au noton en passage que la chanson que Charlie chante plusieurs fois commence par « Ne me pose pas de questions bêtes ». Oui. Et un train, des histoires de questions à qui on les pose, tout ça. Il chante maintenant. Jake continue l'histoire. Bob est veuf et Charlie se fait grand remplacer par de la nouvelle technologie. C'est ça. Oui, tout à fait. Dans son garage, Charlie est seul et triste. Il commence à rouiller. Bob refuse que le monde change lui aussi et ne veut pas conduire un autre train que Charlie. Alors il devient dépanneur et travaille au dépôt où il peut aller voir Charlie, qui rouille de plus en plus et lui répond de moins en moins. Regardez ce vieil imbécile, disent-ils. Il ne peut pas comprendre que le monde a changé. Que l'entre-deux-mondes a changé. Bien sûr. Le monde a changé. Et donc, est-ce une forme de Bob Roland? Est-ce que Bob est une forme de Roland? Je sais pas. Il comprend que le monde a changé. Il comprend pas que le monde a changé, même s'il le voit. Et donc, Bob est une forme de représentation de l'ancien monde, quoi qu'il arrive, qui est immuable. Est-ce que Bob, ce serait pas Eddie, qui est le mécano de Blaine à la fin? Et du coup, Eddie chevauche Roland? Non, est-ce que... Non, ça c'est ce que t'as envie de voir. Ça c'est ta fanfiction, faut la publier si tu veux, mais... Non, moi je le voyais un peu comme Roland qui sait que le monde a changé mais le voit pas, en fait, veut pas que le monde change. Parce qu'il veut que le monde reste ancien comme lui, en fait. Comme Gilead, comme le credo qu'il a, comme tout, en fait. Non, ça marche aussi. Jake trouve sadique une telle histoire qui clairement veut juste faire pleurer les enfants, mais lui n'est pas triste, au contraire. Charlie est dangereux, il n'a que ce qu'il mérite. La nouvelle locomotive tombe en panne et c'est donc Charlie, tel un sauveur, qui emmène Monsieur Martin, au récital de sa fille, Susanna. Martin, ouais, ça marche. Martin, beauf. Bon, par contre, Susanna... Ouais, derrière, Susanna, c'est pas écrit pareil. Il y a un S au lieu d'un Z, pardon, c'est ce que je voulais dire. Là, Susanna s'écrit avec un S. Et Susanna d'État ou d'État s'écrit avec un Z. Non ? Non, je crois pas. C'est moi qui rêve ? Pas du tout. Oui. S-U-S-A-N-N-A. Ouais. C'est moi qui rêve ? Je dis pas de conneries. Oui, je pense que c'est toi qui rêve. Oui, non, c'est ça, oui. Eddie demande à Susanna, curieuse. Ah ouais, autant pour moi. Putain, j'avais imaginé comme ça. Pareil, ouais.
Ok, autant pour moi. Je reviens juste un point en arrière. Blablabla. Hansel et Gretel abandonnés en forêt. La maman de Bambi descendue par un chasseur. En fait, il explique que l'histoire est écrite comme toutes ces histoires où tu as un moment de défaite qui est important pour le récit. Et il parle de la mort de Old Yeller, le chien fidèle. Je me suis juste demandé ce que c'était. C'est un Disney qui a été Old Yeller, c'est un Disney inspiré du livre de Fred Gibson, Sam, chien du Texas. Voilà. C'est juste pour l'anecdote plus que pour la référence. Et juste après, il dit Jack, quant à lui, n'était pas attristé de voir que Charlie se retrouvait exilé dans les terres perdues, situé à la lisière du dépôt de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes. Et moi, j'avais noté, évidemment, on parle de terres perdues, et évidemment qu'il est à la frontière des terres perdues, parce que c'est exactement là où il est aujourd'hui, Blaine. Il est à Lude, qui est à la frontière des terres perdues. Voilà. Oui. Je note votre science quand une acceptation. Et, pardon, vous avez parlé de Susanna, donc je le dis maintenant. Ouais. À noter que Susanna va faire un récital. Oui. Et qui a un livre qui s'appelle Le chant de Susanna. Voilà. Je viens de la voir. Je vous ai mindblow plusieurs fois, là, je suis content. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Ah putain, mais en fait, c'est tellement évident qu'on le voit pas, quoi, tu vois. C'est fou, ah ouais, le chant de Susanna, elle fait un récital. Bien joué. Charlie et Bob finissent dans un parc d'attractions en Californie où ils tractent gaiement des enfants. Enfin, morale de cette histoire, les mondes changent et il faut s'adapter. Jack observe la dernière illustration. Bob et Charlie ont des sourires de déments et les petits passagers semblent terrifiés. Et pour ça, les illustrations, on l'a dit, de Ned Damron dans Charlie, elles sont vraiment très très bien faites. Oui, et d'ailleurs, la fin, je sais, elle est comme ça dans tous les tomes. VO, VF, V1, V2, tout ce que vous voulez. La fin et le dernier paragraphe est mis en autre typo. Hein ? Quoi ? Page 185 du bouquin, vous voyez que le dernier paragraphe qu'il lit, en fait, il est dans une autre typo. Il est mis à la ligne, écrit en plus petit et centré. Vous pouvez les voir encore aujourd'hui, transporter des enfants ravis de ce monde de lumière, de musique et de saint amusement, Bob le mécano, blablabla, fin. Et ça sort du livre, dans le sens... C'est pas dans le texte. Vous l'avez ou pas ? Ah oui, ok. Oui, c'est... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, sur l'e-book, j'ai une vague césure, mais j'ai aucune différence de... Bon, bref, c'est complètement... c'est marrant. Si je le monte là, tu le vois pas ? En fait, c'est le moment où on revient à Jack qui parle dans sa tête. Non, je ne vous vois pas la caméra. Je suis en train de le montrer comme un teubé. Je l'ai vu, mais je l'ai sous les yeux aussi, quoi. Mais effectivement, voilà, j'ai juste vérifié, en VO, c'est bien le cas aussi. C'est comme ça partout, je sais pas ce que ça représente, si c'est une erreur quelque part. Non, bah, limite, ça peut représenter la transition on a l'histoire de Charlie Chouchou, et là, on retourne dans la tête de Jack à ce moment-là. Ouais, mais dans l'histoire, Jack fait les commentaires. Tu vois, entre les deux moments où il parle de l'histoire, il raconte le truc, il fait des commentaires, même lui, il parle, tu vois. Les seuls moments cités de l'histoire, c'est sa chanson. Ouais. Le reste, c'est Jack qui parle de l'histoire. Donc, du coup, en fait, en dehors de la chanson, moi, ça me choque pas. Mais c'est pas tout à fait la même typo, mais la chanson, elle est en italique, et du coup, elle est centrée parce que c'est des vers, tu vois. Ouais, là, je sais pas pourquoi c'est comme ça, et c'est la vraie fin qu'il y a dans le bouquin. Donc, ouais. Juste... Effectivement, c'est peut-être pour noter que c'est la fin, mais je sais pas. Voilà, et que c'est du texte qui n'est pas la chanson, parce que les autres morceaux de texte, c'est toujours la chanson, tu vois. C'est ça, en fait. C'est que là, c'est pas un truc que dit un personnage, c'est que c'est vraiment le texte du bouquin. Oui, ouais, clairement, peut-être. Jack fait comme Zeph et surligne ce qui lui semble important dans le livre, sans savoir pourquoi certains mots lui semblent familiers. J'ai noté, mais Jack fait mon travail à ma place. Voilà. Par ailleurs, j'ai noté la femme morte à New York, je sais pas qui c'est. Je sais pas non plus. Susanna, d'État au d'État, je sais pas. Dans ce qu'il note, il surligne du coup la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes, Bob le mécano, une petite voix bourrue, son premier véritable ami depuis que sa femme était morte à New York. Oui, non, c'est la femme de Bob le mécano parce qu'il est veuf. Ouais, la façon dont il le note, je me suis dit, ça fait peut-être une ref, mais Monsieur Martin, effectivement, comme il le note ici, ça a une importance, et je pense que je suis assez d'accord avec le Martin. Le monde a changé, Susanna. Est-ce que tu crois que dans une autre vie, dans un niveau de la tour où Bob a une vie, Bob est le mari de Susanna? Ce serait marrant. Et du coup, c'est Susanna Junior
qui va faire son récital et qu'elle survit pas, elle se fait rouler dessus par Charlie, mais elle survit pas. Ça pourrait être ça. Possible. Ah, et si Charlie était le métro, tu veux dire? Et du coup, il se retrouve là parce que c'est un méchant métro. Est-ce qu'il est la représentation de tous les trains? Ouais, il y a un truc en fait. Il y a peut-être un truc, ouais. Jake est fatigué. Il se couche sûr d'une chose, le sourire de Charlie ne lui inspire pas confiance. Mais les voix querelleuses reviennent et l'empêchent de dormir. Il a une idée, il va récupérer la clé dans la poche de son pantalon et aussitôt les voix se taisent. Alors il s'endort en moins de 3 minutes. Et là, il a la première connexion avec Eddie quand il dit dis-le lui, pensa-t-il sans savoir à qui s'adresser. Dis-lui de prendre la clé fait disparaître les voix. Ouais. C'est à ce moment où Eddie donne la clé à Roland en disant je sais pas pourquoi mais je dois te la donner. Oui, et il dit juste après, je pense que c'est le gamin qui me l'a dit et que le gamin est toujours là et qu'on communique dans nos rêves. Mais voilà. oui. On en parlera au prochain épisode. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur tout ça? C'était trop cool. Bah non. Ouais. Moi j'adore ce passage avec Jack, hein, le pauvre enfant, et j'ai hâte qu'il se retrouve. Je me souviens encore de la scène des retrouvailles qui était... La suite est tellement incroyable. On va probablement chialer bientôt. Je me dis, je suis contente que Jake meure avant Hot, dans l'idée où il mérite pas de voir Hot mourir, tu vois. Comment ça, Hot meurt empalé. Mais qui est Hot? Pauvre Hot. Je dis, tu vois, il en chie tellement. Il faut qu'il parte le premier dans l'idée. Il souffre déjà beaucoup trop de la mort d'Eddie et il faut pas qu'il mette trop longtemps à partir après, quoi. Parce qu'on sait on le sait quand on dit qu'ils vont tous mourir, donc autant qu'ils souffrent le moins possible. Voilà, content de vous avoir mindblow sur Charlie Chouchou. Je l'attendais depuis le temps que je l'avais écrit. Je t'en trop triste, trop cool. C'était reveal sur reveal, là. Oui. Si vous avez aimé être mindblow par Zéphiriel, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour ce faire sur YouTube, sur le serveur Discord. Non, jamais. Bah attends, je fais la communication, messieurs. Ou toujours sur Spotify. Mais j'essaierai de mettre des questions sur Spotify pour voir si ça marche bien. Et est-ce qu'on nous a posé des questions sur Spotify? Pas cette fois-ci, non. Mais en fait, sur Spotify, moi, je peux poser des questions par épisode. Donc, je pourrais très bien dire, oui. Tu peux, pour chaque épisode, tu peux poser des questions spécifiques. Et ça apparaît dans Spotify? Ouais, ça apparaît dans Spotify dans l'épisode. Donc, je pourrais faire réagir à des trucs très très précis. Tu vois, en faisant le montage, je note les questions et je les fais réagir. Et ça apparaît comment dans l'embed de l'épisode? Je sais pas comment ça apparaît dedans. Je peux aller voir pour le roi Steven. On a testé les questions. Moi, j'ai personnalisé la question pour tout le monde, mais pour tout le flux la Gazette du Maine. Donc du coup, il y a la Gazette, mais il y a aussi la 19e Palambre, où il y a une question qui est qu'avez-vous pensé de cet épisode, je sais pas quoi, tu vois, un truc un peu classique. Et je sais que pour certains épisodes du roi Steven, Julien, il avait testé aussi de poser des questions, mais je sais plus lesquelles et je sais plus. Je sais pas comment ça se voit non plus, j'ai jamais fait. En fait, quand on clique sur l'épisode, on a la question qu'avez-vous pensé de cet épisode, qui est la question par défaut qu'on peut pas désactiver. Donc, si vous avez un podcast, allez sur votre Spotify for Podcasters pour au moins personnaliser la question. Et après, vous pouvez en rajouter d'autres. Et là, marrant. Tu vois, elle apparaît dans le descriptif de l'épisode. Ouais. Il y a une section Q&A et avec la question. Ouais. Et là, on peut en mettre les gens, plusieurs. Ils répondent où? Eh ben, tu cliques dessus, je suis en train de le faire, là. Depuis ton appli. C'est stylé, ça. Et les gens répondent, et on a déjà eu des commentaires sur Spotify, et du coup, vu qu'on peut le faire par épisode, on peut très bien se dire, on vous pose telle question, et vous venez nous répondre sur Spotify, quoi. Ah, c'est trop stylé. Ouais, c'est trop bien. J'ai répondu à la question sur le téléphone de Monsieur Ariel. Nokia 3310. Oui, ça permet et à vous, à votre avis, ça c'est quoi, et tout, parce que quand t'écoutes, enfin, le podcast, c'est une écoute qui est toujours mobile, et quand t'écoutes, en fait, t'as pas forcément ton téléphone ou quoi que ce soit entre les mains pour dire, il faut que je réagisse à ça. Nous, ça nous permet de faire des points d'entrée aux gens en disant, venez réagir à ça spécifiquement, et vous vous en souviendrez, parce que quand vous ouvrirez l'épisode dans votre application, il y aura déjà la question dédiée à ce point-là précisément. Donc, je vais faire ça au montage, voilà, je l'annonce. Je vais relever les questions et je poserai des questions spécifiques sur cet épisode. On verra. Répondez-nous. Allez sur Spotify et répondez à nos questions. Et tu peux avoir plusieurs questions, du coup? Oui. Oh, c'est trop bien.
Bonjour, c'est la Émilie du montage. Alors non, en fait, il y a par épisode une question que je peux personnaliser et un sondage, mais il n'y a pas plusieurs questions. Mais je vous invite quand même à aller répondre du coup à la question sur Spotify. Quoi qu'il arrive, par défaut, tu as une question sur tous tes épisodes, et ça, tu peux personnaliser la question, et après, par épisode, tu peux aller mettre d'autres questions. Et je crois que tu peux même mettre des sondages, des trucs comme ça. Vraiment, tu peux... Ouais, tu peux... Super... Oui, Spotify, là-dessus, ils ont bien géré. Je crois qu'il y a des sondages, et il y a d'autres trucs aussi, des petites features comme ça qui sont assez cool. Voilà, et donc rendez-vous le 19 avril pour voir si vous avez bien répondu à nos questions sur Spotify. On fera une grosse partie commentaires avec un peu de chance, sinon tant pis. Et donc, parlez-nous sur Discord, sur Spotify, description YouTube, tout ça. Tous les liens sont sur stephenkingfrance.fr. Merci, messieurs. Poursuivons notre quête. Merci. Retrouvons-nous donc pour la suite dans un mois, le 19 avril, pour, je pense, l'entièreté du chapitre 3 qui s'appelle La porte et le démon, si ma mémoire est bonne. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour toi. Et le double du compte pour vous. Et de mon quoi. Non, en fait, je vois pas vos caméras encore une fois. Là. Ça charge. Je te montre mon exemplaire de Dune. Ah, putain. Je suis tellement fier de toi. Ça marche pas? Oui, très bonne question. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ça marche mieux. Ok, c'est bon. Heureusement que je suis pas chanteur, hein, putain. C'est que vu que Chardic enregistre, il se peut qu'on t'entende chanter à la fin de cet épisode. À la fin de l'épisode dernier, en bonus, c'est toi qui dis vroom vroom. Vroom vroom. Faudra l'écouter pour savoir pourquoi. Ça finit par un vroom vroom.